Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille d'eau et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Castor pour la lecture et l'analyse du supplément pour le codex Space Marine destiné aux Dark Angels. Pour présenter qui sont les Dark Angels, déjà se rappeler que c'est la première légion des Space Marines, que c'est une légion qui est reconnue pour avoir à l'intérieur d'elle 3 ailes, 3 wings. La première, c'est la Death Wing, c'est-à-dire les Terminators. La deuxième, c'est la Raven Wing, c'est-à-dire les motards. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle vulgairement la Green Wing. C'est le fait tout simplement d'être un Space Marine générique et donc de bénéficier de leur arsenal. On a attendu un petit peu avant de justement faire le codex review de ce supplément, puisqu'on attendait la mise à jour des coups en point pour faire quelque chose de pérenne. Déjà, quand le livre est sorti, quelques petites frustrations, le fait que certaines unités sont passées dites légendes, en commençant par le Talon Master, l'équivalent un petit peu d'un lieutenant pilotant un speeder. Ça a été balayé par Game Workshop, tout comme les squads de commandement en Terminator qui permettent d'aller chercher justement des petites rip-up de figurines, des plus endossés avec la bannière. Tout ça maintenant a disparu. Ces deux unités ont donc été balayées par Game Workshop. Pareil aussi sur la réputation un petit peu qu'avait cette armée, ou en tout cas qu'a cette armée avec la sortie du livre, en disant que c'était un petit peu mollasson et ainsi de suite. Vous allez voir, il y a eu donc le reforge, c'est-à-dire la réécriture de certaines unités, parfois en même temps qu'une refonte de la figurine. On pense par exemple aux chevaliers ou même aux lions qui finalement ont été nerfs sans pour autant avoir un coup en point qui est justifié. Ceci étant dit, sur ces frustrations, on les a tout de suite évacuées. On va pouvoir se focaliser un petit peu sur ce qui va marcher et ce qui pourrait marcher aussi à l'avenir. Toi en tout cas, par rapport à ces fameuses 3 ailes qu'on connaît des Dark Angels, qu'est-ce que tu as pensé de la lecture de ce livre ? Déjà, j'ai subi les mêmes frustrations que vous, parce qu'on veut toujours, quand on aime les Space Marines, que les unités qu'on aime soient toujours bien traitées. On n'aime pas trop perdre aussi des unités un peu charismatiques comme le Talon Master. Mais il faut surtout se rappeler qu'on vient récupérer de l'édition, des nouvelles règles, des nouvelles datasheets qui peuvent s'intégrer dans l'environnement Space Marine global qui existe déjà. Donc on vient enrichir notre jeu de Space Marine, et donc on verra que, bien sûr, il y a des choses qui peuvent être faites en Dark Angel pur sang, mais on peut aussi faire beaucoup de choses en important les datasheets Dark Angel dans les environnements de jeu prévus par le codex et les autres détachements. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, on va le voir ensemble. Et puis, par ailleurs, très honnêtement, j'aurais vraiment regretté qu'on retombe sur les travers de la V9, où on avait des jeux Dark Angel qui étaient toxiques, où on jouait entre 30 et 45 Terminators. On était sur du Stathammer, c'était capable de les sécher, et ben ils mettaient leur fion sur un objectif. Personne n'était en fait réellement capable de les sécher en réalité, en tout cas suffisamment vite pour que tu puisses scorer. Donc comme tu étais transhuman, tu étais imbu à 4, tu étais moins en dommage, en fait personne te séchait. Et bon, ça, personne n'a envie de revoir ça venir. Comme on l'a dit d'ailleurs quand on a fait le review du Codex Space Marine, ça aurait été un problème si l'Imperial Fist avait été fort. Si quand tu ne joues pas et que tu fais tirer sans ligne de vue sur un adversaire, t'es fort, bah c'est nul. Et ben là pareil, si t'es fort en faisant que des jets d'advance sans jouer avec ton adversaire, t'es fort, c'est nul aussi. Voilà. Donc c'est tant mieux que ça ne se soit, qu'on n'ait pas eu le retour de ces toxicités. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire comme richesse de build. Yes. En tout cas, moi, je peux vous dire que en tant que joueur, en tant que motard IRL et souhait de jouer justement la Raven Wing, il y a énormément de choses qui vont être permises grâce à ce codex. Certes, on va avoir d'un côté Père Castor pour la vision compétitive. Je peux vous dire en tout cas qu'en amical ou en compétitif, mais qu'on ne souhaite pas faire tout simplement partir des 8 meilleures armées possibles, et ben on va retrouver son ADN, comme tu l'as dit, peut-être aller chercher la Green Wing avec justement le détachement Iron Storm, ou même je peux vous dire que quand on cherche de la mobilité, de la géométrie, de la saveur de jeu là, la Raven Wing c'est génial, et même finalement les détachements Terminator, certes on ne rentrera pas dans ces fameuses justement stat check à avoir, mais on va avoir des nouveaux mécanismes de jeu, par exemple pour pouvoir faire avec 10 Terminator dès le tour 1, bref, une petite saveur de jeu qui est quand même assez agréable. Pour vous présenter aussi le plan de la vidéo, on va donc vous présenter les règles génériques, on va vous présenter les 3 détachements issus de ce livre. À la fin de la conclusion des détachements, tu viendras aussi nous parler justement de comment ça va se greffer au sein des Space Marines, tout comme les datasheets, on va s'arrêter sur les datasheets spécifiques Dark Angel, et à la fin de celle-ci, tu viendras justement les saupoudrer de ce qu'on va être capable d'aller chercher dans le codex. On commence tout de suite par les règles d'armée. À partir du moment où vous voulez jouer le chapitre Dark Angel, vous allez donc transformer le mot-clé chapitre par Dark Angel. Vous ne pourrez donc pas aller chercher des unités du codex Space Marine qui vont avoir les mots-clés spécifiques à certains chapitres, comme par exemple Robot Guilliman qui lui est directement flagué en ultramarine. Là, vous allez pouvoir prendre tout ce qui va être générique. La première règle qu'on va retrouver ensuite, c'est la règle du sarment de l'instant. À votre phase de commandement, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie et toute votre armée va
pouvoir relancer les jets de touche dessus. On le verra, il y a aussi certaines datasheets, donc fiches d'unités, qui vont avoir des petits bonus quand on décide de taper sur la cible du serment de l'instant, par exemple les Terminators qui auront +1 pour toucher. Ensuite, la mise à jour de certains mots-clés, par exemple le fait que quand on va décider de jouer Dark Angel, alors les unités montées, on pense notamment aux Outriders, c'est-à-dire aux motos Primaris qui ont remplacé les motos génériques Space Marine, vont justement hériter du mot-clé Ravenwing, et les véhicules qui ont le mot-clé vol. Là, c'est un petit peu plus limité, malheureusement, puisque les véhicules Primaris n'ont pas le mot-clé vol dans cette édition. Pareil pour la partie donc de l'aile de la Deathwing, puisque là, ça va être toutes les unités Terminator, le doyen Blade Guard ou certaines unités de vétérans, tout comme les Dreadnought, où là, pour le coup, il y a peut-être des choses à faire avec les Dreadnought. Pour maintenant présenter les détachements spécifiques des Dark Angel, on va commencer par celui qu'on avait déjà découvert au moment des index, avec la force opérationnelle d'impardonné. Le bonus du détachement, qui va donc s'ajouter à ce que je viens de vous lire, notamment sur le serment de l'instant, ça va être l'âpre résolution, puisque même si jamais une de vos unités est ébranlée, alors elle sera contrôle d'objectif 1. Oui. Bon, ça permet de ne plus se poser la question du contrôle d'objectif et de se dire, bon, bah, on sera toujours au moins OC1 sur l'objectif, peu importe les jets de commandement, c'est OK. Au niveau des reliques pour ce détachement, des améliorations, on va commencer par le suaire des héros. Il coûte quand même 25 points, mais il va permettre au porteur, à partir du moment où celui-ci est détruit, sur un 2+, de revenir avec 3 points de vie. Si, au moment où il a été détruit, il était ébranlé, alors il va revenir avec tous ses PV. Ça, c'est toujours cool, ce genre de mécanique, parce que ça permet de retrouver ce qu'on appelait en V9 le face cap. C'est-à-dire que si on vous tue à une phase de tir ou une phase de corps à corps, eh ben, vous revenez à la fin. Donc il faudra 2 phases pour oblitérer réellement une unité. Donc vous pouvez prendre n'importe quel personnage, éventuellement un lieutenant ou que sais-je, vous l'amenez sur un objectif, vous savez qu'avec une simple phase de tir, ça ne suffira pas, sur un 2+, à vous contester l'objectif. Donc en début de partie, c'est précieux. Est-ce que par exemple tu as en tête le lieutenant qui est assez quali en ce moment en tant que Space Marine, ce qui est le lieutenant avec armes combinées, qui pour rappel est agent solitaire, on peut donc pas lui tirer dessus à plus de 12 pouces, il a aussi -1 pour être touché au corps à corps, si tu te rapproches de lui, il peut se barrer, et c'est surtout une fiabilisation aussi des jets de blessure, puisqu'il peut choisir un objectif et tu as la relance des 1 à la blessure quand une unité cible une unité dessus. Oui, bah, je pense exactement à lui, parce qu'il est le noble, comme tu as dit, il fait des esquives quand on s'approche, il a un field of pain à 5, donc il est un peu tanky. Donc c'est chiant pour l'adversaire de devoir, il s'infiltre, donc de devoir gérer ça en début de partie. Si en plus de ça il va se relever sur un 2+, ça veut vraiment dire que il faut venir le closer, il faut venir aller au corps à corps, et quand on veut venir au corps à corps, on rentre dans les 9 pas, il va bouger. Donc la bonne solution c'est d'être entre 9 et 12 pour pouvoir lui tirer dessus, et sur un 2+, il va se relever. Bon, c'est relou. Ensuite, on va parler de la ténacité obstinée. Là, c'est une amélioration qui vaut 15 points. Et ça va permettre, si l'unité n'est pas à son effectif initial, d'avoir +1 pour toucher. Et si l'unité est ébranlée, d'avoir +1 pour blesser. Bon, ça va être un peu une remarque un peu récurrente qu'on fera sur ce détachement-là. Les pouvoirs qui se déclenchent en dehors de tout contrôle, ni du vôtre, ni de celui de l'adversaire, c'est quand même gênant. C'est-à-dire que personne ne contrôle. Donc, pourquoi pas ? +1 pour toucher, pourquoi pas. Et +1 pour blesser, c'est très bien. Simplement, c'est quand vous êtes ébranlé. Donc quand vous êtes ébranlé, souvent vous avez perdu de l'effectif. Ça arrive pas tous les jours, vous êtes au Space Marine, du coup vous avez un bon commandement. Donc c'est quand même un détachement qui va souffrir de ce game design qui est un peu curieux. Yes, ensuite on va quand même avoir l'arme de la première légion, il vaut 15 points aussi, ça va permettre au porteur d'avoir +1 sa caractéristique d'attaque, de force et de dégâts. Et si celui-ci est ébranlé, même réponse que tu viens de donner, ça lui permettra par contre d'avoir +2 partout. Bon, déjà, on n'aime pas bien les reliques. Quand t'es en train de perdre, il te défonce. Voilà, c'est ça. Quand tu te fais défoncer, il s'énerve. Bon, déjà, on n'aime pas bien les reliques qui font que des buffs de personnages versus des reliques qui vont buffer l'armée. C'est souvent le cas. Il y a quelques exceptions près. Mais alors, si en plus de ça, elle n'est vraiment intéressante que quand le mec est battle choqué. Bon. Et le dernier, ça va être le pénon du souvenir, il vaut pas cher, il vaut 10 points, c'est pour une figurine doyen. C'est donc un porte-bannière au niveau des Space Marines. Tant que le porteur mène cette unité, elles ont un insensible à douleur à 6, et si elles sont ébranlées, à 4. Bon, ça c'est toujours bon, parce que les insensibles à la douleur, c'est quasiment des bodies supplémentaires dans votre armée. Parce que vous allez briser les séquences d'attrition de votre adversaire, du coup il va falloir parfois le double, parfois un peu moins du double, de blessures non sauvegardées pour détruire vos modèles. Donc rien qu'un Field of Pain qui vient se mettre un jet supplémentaire après la sauvegarde ratée, c'est fort. Évidemment, c'est beaucoup plus fort quand c'est à 4+, mais 6+, c'est déjà fort. Justement, pour faire proc ce fameux insensible à douleur qui passerait de 6 à 4, il suffit d'être dans un chausson, un véhicule, et qu'on nous le pète.
Oui, alors après, on a dit que c'était une figurine doyen, donc c'est plutôt une figurine Deathwing, donc plutôt une figurine Terminator. Qu'est-ce qui peut déplacer des Terminators? C'est un Land Raider. Donc ceux qui ont le loisir pour déclencher leur stratégie de perdre des Land Raiders, vraiment, vous êtes bons. Moi pas. Donc c'est sûr, bon, vous envoyez votre Land Raider au milieu, quand il meurt, les figurines qui en sortent sans OC1 et Phinopain à 4, ça doit dissuader votre adversaire de s'en occuper. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant j'ai pas trouvé de gameplay vraiment efficace. D'accord. On va maintenant passer au niveau des stratagèmes. Comme on a un Space Marine, bien évidemment, on va avoir l'armure du mépris pour un PC. Ensuite, deuxième stratagème, ça va être la fureur des impardonnés. Celui-là, c'est un stratagème de bataille. Il vaut un PC. On va l'utiliser à la phase de tir ou de combat sur unité Astartes, quelle qu'elle soit. Là, on va hériter de touches fatales. Et si dans son armée, on est unité ébranlée, alors les critiques se feront sur du 5 et pas du 6 pour l'unité. Pas que pour cette règle. Bon, le problème, là, c'est qu'on est encore dans ce que tu disais tout à l'heure. Il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir set-up ce genre de combo. Donc, les seules solutions que je vois, c'est avoir plein de transports et organiser. Donc, vous allez engager l'adversaire et vous décidez délibérément de faire des express escape et d'essayer de jeter un 1 et un 2 pour détruire votre véhicule, débarquer avec le contenu, être battle choqué, et là, vous pouvez set-up votre combo. Bon, c'est pas sérieux comme setup, c'est infernal. C'est assez intéressant ce que tu dis parce que ça résume un petit peu ce détachement. On en reparlera en conclusion parce que tu as quand même vachement d'atouts en fait à celui-ci, métadépendant, comme quoi il est clairement pas enterré. Mais disons que quand tu joues en amical et que tu as envie vraiment de jouer Dark Angel, tu vas te faire plaisir en mode mec, tu m'as ébranlé là-bas, je vais t'envoyer Bagdad là. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui aime anticiper, donc qui veut jouer compétitif, malheureusement on peut pas miser là-dessus. Non. On va continuer avec Intraitable pour un PC à votre phase de mouvement juste après qu'une unité Astartes ait battu en retraite. Alors on va quand même être capable de déclarer une charge à un tour où justement on a battu en retraite. Bon, ça c'est tactiquement précieux, donc c'est toujours fort. Un fallback charge, très fort. Yes, la discipline de tir pour un PC, ça va s'utiliser bien évidemment à la phase de tir, et les armes de l'unité vont avoir assaut, lourd ou ignore couvert. Et ou d'ailleurs ignore couvert. Ben, ça c'est toujours bien, hein, pareil. Avoir de la versatilité tactique, c'est précieux. Souvent on s'en rend pas compte quand on débute dans cette version, mais avoir des armes assaut, c'est bien pour éventuellement prendre des lignes de vue à plus longue distance, mais c'est surtout très bien pour pouvoir faire des actions après avoir fait une advance. Et ça, pouvoir le faire avec n'importe quelle unité de l'armée, c'est précieux. Ensuite, pour un PC, on va avoir l'âpre châtiment. On va pouvoir l'utiliser à la phase de tir adverse juste après qu'une unité nous ait pris pour cible. Si jamais une de nos figurines est alors détruite, elle va pouvoir tirer avant justement d'être tirée comme perte. Oui, bon, ben ça, si vous jouez face à un joueur qui tire très très fort et qui va vous oblitérer une unité, vous allez pouvoir, comme on dit, shoot on death ou fight on death. Ça, c'est toujours pratique pour être ce qu'on appelle cost efficient, c'est-à-dire que quand vous engagez de la ressource, ben vous savez que vous allez pouvoir l'activer une première fois à votre tour, et quand elle va mourir également. Après, si votre adversaire est doué, il va faire plusieurs activations. Est-ce qu'on va craindre le Land Speed of Vengeance ? Non. Pas du tout. Et on termine par la ligne imbrisable qui elle vaut 2 PC mais qui est tout simplement à la phase de corps à corps puisque ça se déclenche à la fin de la phase de charge adverse, un -1 pour être blessé. Bon, en tout cas, ça, c'est un stratagème qui est très fort. C'est beaucoup de ressources, mais en même temps, on verra tout à l'heure en Dark Angel que vous pouvez récupérer pas mal de points de commandement en les farmant. Si c'est disponible pour toutes les unités, c'est fort aussi. Ça veut dire que vous pouvez aussi ne pas craindre des charges sur certains de vos véhicules, des Land Raiders ou des choses comme ça. Donc s'il n'y a aucune restriction, c'est intéressant. Yes, on a fait le tour de ce premier détachement qu'on connaissait un petit peu indirectement depuis l'index. Qu'est-ce que tu en penses, toi, soit si on le compare au Space Marine, c'est-à-dire est-ce que ce que tu vas avoir envie de jouer là-dedans, tu préféreras systématiquement aller le jouer dans autre chose, ou est-ce que tu y vois quand même justement un atout potentiel sur le long terme ? Bon, alors, sur le long terme, il y a toujours des choses à faire, parce que c'est quand même une des richesses de la V10, c'est que le game design prévu par Game Workshop permet de se dire, bon, bah, aujourd'hui ça sert à rien, parce que c'est métadépendant, mais on voit qu'il y a des outils qui sont très liés au mécanisme de Battle Shock, qui aujourd'hui sont pas aussi répandus qu'on imaginait au début de la V10, et donc c'est pas bon. Voilà, il faut le dire, c'est pas très bon. Mais demain, si le Tyrannide et le Chaos Knight deviennent très présents dans la méta, et que vous allez à un tournoi où les deux codex à abattre, c'est le Tyrannide et le Chaos Knight, bon, ben vous êtes les rois du pétrole. Parce que vous craignez pas l'ombre dans le Warp, au contraire, ça vous fait passer en Super Saiyan 4. Ça vous craignez, dès que vous avez perdu un point de vie sur un véhicule ou un modèle,
bah, vous jetez des Battle Shock avec les Chaos Knight, donc vous allez être Battle Shocké beaucoup plus souvent. Donc dès que vous êtes Battle Shocké, vous passez vous avez une sorte de contre-synergie pour ces armées-là. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas, le Tyrannide et le CK sont pas méta-dominants. Si demain ils le sont, quand le codex CK par exemple sortira, ou quand les gens se seront rendus compte que Endless Swarm s'est pété, eh ben, on en reparlera. D'accord, donc finalement, on peut quand même critiquer ce détachement qui aujourd'hui semble inutile, mais tu vois quand même vraiment quelque chose qui peut sauver et limite potentiellement être un counter à ce qui pourrait être du top méta. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a regardé le codex Space Marine et qu'on a fait la review, on avait examiné le détachement Vanguard, et la conclusion que j'avais eue sur ce codex, c'était aujourd'hui, moi je ne vois pas tout de suite de build gérable facilement, mais il a de tels outils et de telles richesses qu'on avait conclu en disant qu'on avait la conviction qui serait fort et qui serait joué. Bon, eh ben, bilan des courses, Lennon l'a sorti dans un build avec un combo avec Uriel et des Centurions. On s'attendait pas, parce que pour rappel, c'était celui en fait qui normalement s'adressait un petit peu à la Vanguard, alors qu'en fait, il le jouait en ultramarine avec tout ce qui était pété. Et voilà. Et donc, finalement, ces mécanismes-là, qui sont jouables et méta encore aujourd'hui, se sont retrouvés deuxième au championnat du monde. Ben, c'est un peu ça la richesse du nouveau game design de la V10. Il faut avoir l'humilité de se dire, il y a des mécanismes qui ont l'air d'être dédiés, qui ont l'air d'être propres à tel ou tel détachement. Il faut garder les chakras ouverts et attendre son heure. Ben, lui, il faut qu'il attende son heure. Ou alors, si dans votre cercle de jeu, vous avez qu'un pote qui joue Tyrannide ou Chaos Knight. Voilà. Si votre pote joue Tyrannide Endless Swarm, voilà, vous jouez celui-ci de détachement et vous dites que vous avez toujours été un joueur d'Archangel entier. Voilà. Bien sûr, j'adore le Landspeeder Vengeance. Voilà, exactement. On va maintenant passer au deuxième détachement. Là, c'est une vraie découverte. C'est celui qui se destine justement à l'aile de la Deathwing. Ça va être la force opérationnelle du cercle intérieur. L'Inner Circle en anglais, c'est tout simplement les Space Marines vétérans qui sont nés d'Archangel. La règle, ça va être cible vouée. Au début de votre phase de commandement, vous allez choisir un pion objectif du champ de bataille et ce pion objectif va être votre objectif voué. À chaque fois qu'une unité infanterie Deathwing, on a vu tout à l'heure que vous aviez justement les différentes datasheets Deathwing intrinsèques et que vous aviez aussi notamment les doyens, tous les Terminators, les Blade Guard et plein d'autres petites unités. Et bien là, à partir du moment où la cible de votre attaque corps à corps et donc tir est sur l'objectif, vous allez avoir +1 pour blesser. Bon, c'est un peu dommage parce que le +1 pour blesser, c'est intéressant. Le jet de bless est décisif dans ce jeu. C'est celui sur lequel on a le plus d'impact par rapport au jet de touche ou au jet de sauvegarde. Donc, quand on voit des actions sur la blesse, on est toujours intéressé. Le problème, c'est que pour setup ça, il faut que l'adversaire soit sur un objectif que vous allez choisir. C'est-à-dire que une partie de votre attrition et de votre stratégie n'est pas dans vos mains, mais dans les mains de l'adversaire. Il suffit qu'il ne mette pas ses unités clés sur des objectifs et déjà, il esquive votre aptitude générale. Ça, c'est déjà gênant. Et puis par ailleurs, il y a un autre truc qui est très gênant, c'est que c'est dédié uniquement aux infanteries. Et du coup, on se demande pourquoi est-ce qu'on a donné des mots-clés Deathwing aux véhicules et aux dreadnoughts, parce qu'on verra qu'à chaque fois qu'on a des sujets Deathwing, il y aura aussi la restriction infanterie. Donc en gros, c'est pour vos Terminators, et les bolters de vos Terminators, et les masses d'absolution de vos chevaliers. Du coup, finalement, c'est pas si sexy que ça. En tout cas, au niveau des améliorations, on va avoir le champion de la Deathwing. Elle vaut 15 points. Ça va permettre au personnage qui a cette amélioration d'avoir touche fatale. Et si c'est lui-même qui est sur l'objectif, alors il critera sur du 5. Bon, bah, même principe. C'est vachement sexy comme wording. Mais ça concerne qui ? Ça concerne, d'après ce que je vois, uniquement le Librarian Terminator ou le Capitaine Terminator. Bon. Ou le doyen. Avec son drapeau. Il peut crit 5 et létal s'il veut. Bon, et uniquement sur l'objectif choisi. Tu sanctionnes vite cette amélioration. Il faut aussi comprendre justement, comme tu l'as dit, sur qui on peut le mettre. Aujourd'hui, on va pouvoir le mettre sur justement un capitaine en armure Terminator, sauf que dans la manière dont on l'équipe en général pour être un petit peu plus justement burné, il va avoir 5 attaques. Donc 5 attaques qui vont être touche fatale et qui vont proc sur du 5 sur l'objectif. Là où pour le coup c'est dommage, parce qu'historiquement on pouvait potentiellement avoir des judiciaires ou ce genre de figurines qui apportaient un gameplay de frappe en premier, où en effet, ça mon gars, c'est mon objectif, je me mets dessus et si tu arrives, je tape en premier, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, et précision. Exactement. Et Dev Wound.
Exactement. Malheureusement, là, la restriction, les garde-fous, mais les restrictions qui sont apportées sur les personnages des swings, bah justement, condamnent un petit peu ce genre d'amélioration. Ensuite, on va avoir l'œil de l'invisible, qui lui coûte 10 points, qui est tout simplement le fait que quand le porteur ou son unité sont sujets à un stratagème, alors on va jeter un dé et sur un 5+, on va gagner ce petit PC. À savoir que si on est sur le bon objectif, ça sera sur un 4+. Qu'est-ce que t'en penses ? En fait, ce serait un mécanisme qui pourrait être intéressant si on avait des grosses briques qui vont être le cœur de de votre résilience. Donc vous allez engager, vous allez toujours mettre Armor of Contempt, vous allez toujours mettre des stratagèmes qu'on va voir parmi le kit de stratagèmes qu'il y a. Et donc là, vous allez vous dire, une chance sur 3 de récupérer. Bon, on va observer que ces briques ont quand même largement ramassé. C'est plus vraiment le gameplay qu'on va voir chez Terminator ou en tout cas chez Dark Angel, parce que, en tout cas, les designers ont souhaité réduire, en tout cas, ce genre de mécanisme. Et puis par ailleurs, on verra aussi que le Chapter Master des Dark Angel donne un PC, et on rappelle que le farming de PC est limité à 1 par tour, et donc ça rend cette amélioration un peu obsolète. Yes. Merci d'avoir essayé de sauver les deux premières. On va maintenant se focaliser sur, en tout cas moi, celles que j'ai pu tester et qui m'ont plu. La première, ça va être la volonté singulière. Elle vaut un petit peu cher, surtout qu'on va systématiquement vouloir avoir la troisième. Ça nous fait quand même 50 points d'amélioration. Mais c'est la volonté singulière, figurine Deathwing seulement. À chaque fois que l'unité du porteur engage ou consolide, on peut alors se déplacer de 3 pouces supplémentaires. Et on le rappelle que dans cette V10, on ne peut consolider seulement si ça nous permet de rentrer à portée d'engagement d'une unité. Et quand c'est 6 pouces, c'est beaucoup plus dur à lire pour son adversaire. Et tout comme sur justement les objectifs, puisque on ne va pouvoir se déplacer que si on rentre à portée d'engagement d'un objectif. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile pour l'adversaire de nous un petit peu move block de 6 pouces de l'objectif. Non, ça c'est, de toute façon, dans le jeu, le mouvement c'est toujours très bon. Donc on rappelle, on a des Terminators qui vont bouger de 5, des chevaliers qui vont bouger de 5. Là, vous allez pouvoir faire 6 d'engagement, 6 de conso. Ça veut dire que vous allez pouvoir quasiment tripler votre phase de move, plus quadrupler avec une charge. Donc forcément, sur un gros pack de Terminator, on a quand même très envie de jouer ça. Complètement. La dernière, qui pour le coup très très forte, ça va être l'assaut Deathwing. Par contre, elle coûte cher, elle coûte 30 points. C'est pour ça que je vous parlais en général qu'on va peut-être avoir 50 points d'amélioration, à voir si ça rentre pour intégrer les deux. C'est figurine Deathwing avec l'aptitude frappe en profondeur seulement. Ça va nous permettre, quand on arrive justement des renforts, de considérer le tour en cours comme un tour supplémentaire. Sous-entendu, on peut frapper en profondeur dès le T1. Par contre, attention, pour les personnes qui commenceraient un petit peu à partir dans tous les sens, ça ne vous permet pas, si vous êtes joueur numéro 2, d'arriver en arrivée précipitée, puisque c'est bien dit quand on utilise l'aptitude frappe en profondeur. Oui, bon, en tout cas, ça permet de jouer ce gameplay de frappe en profondeur sans avoir les inconvénients qu'on a en général vis-à-vis de l'initiative. Quand on met beaucoup de ressources en frappe en profondeur, si jamais on n'a pas l'initiative, il y a un gros risque de rush de l'adversaire. Quand vous pouvez arriver au T1, il n'y a pas de problème. Parce que sinon, en fait, votre adversaire va jouer 2 tours sans vos ressources. Là, il va jouer un tour. Du coup, il va prendre dans le groin immédiatement. Donc, c'est fort, évidemment. C'est pour ça que ça vaut 30 points. Après, ça permet aussi de prendre des positions. On rappelle que les Deathwing sont des unités lentes. Donc, pouvoir FEP T1 caché et freeze un peu la game, ça correspond au gameplay du Dark Angel. Yes, et vous le verrez aussi, c'est un petit peu malheureux, mais déjà que les personnages héros épiques, c'est-à-dire ceux sur lesquels on ne peut pas mettre d'amélioration, sont pas foufous, on pense à Belial, ça va nous encourager encore plus à jouer justement des personnages génériques. Oui, tout à fait. Et je te le dis avant de conclure aussi sur les optimisations, on a un stratagème qui est le Téléportarium Relic qui vaut 1 PC et qui fait qu'une unité Deathwing qui est en frappe en profondeur peut arriver à 3 pouces de l'ennemi. Donc certes, elle ne pourra pas charger en utilisant ce stratagème, mais ça veut dire que vous mettez ça sur un pack de 11 Terminator, 10 Termi plus le Capitaine Armure Terminator, vous pouvez complètement move bloquer, c'est-à-dire T1 fait à 3 pouces de la ligne adverse. Oui, ou même sur un Librarian, plutôt moi je pense à ça, où vous allez FEP à 3, le Librarian lui il va donner un sustained pour toucher, donc quand vous allez faire une FEP à 3, vous allez vouloir tirer, donc oui, vous allez pouvoir mettre une certaine pression. Alors après, moi je le vois presque plus, comme on parle d'unités qui sont très chères, comme une aptitude à FEP bien caché, enchâssé dans une ruine, qui en temps normal aurait été screen par l'adversaire à 9 pour vous obliger à faire une frappe en profondeur dans la pampa. Donc là, puisque vous allez faire une frappe en profondeur à 3, donc cette frappe en profondeur à 3 pouces, elle permet de vraiment bien s'enchasser dans des ruines, et jumelée aux aptitudes de scout ou d'infiltration que vous pouvez avoir et qui sont multiples dans le Codex Space Marine, ça vous permet de mieux contrôler la table et de contrôler également les ressources d'engagement. Parce que venir vous chercher derrière un mur,
C'est quand même pas clair quand vous êtes un Terminator. On a fait le tour donc des améliorations. On a déjà vu donc 2 stratagèmes. Le premier, c'était celui qui nous permettait très fort d'arriver à 3 pouces toute unité ennemie. En ce moment, les Nécrons le font, les GK le font. Honnêtement, c'est quand même une réponse à beaucoup de choses pour voler des objectifs ou bien se placer. Ensuite, on avait l'armure du mépris qui est le stratagème générique des Space Marines. Là, on va découvrir la maîtrise martiale qui vaut 1 PC, qui va s'utiliser sur une infanterie Deathwing seulement. Celle-ci va pouvoir relancer les jets de blessure de 1 au corps à corps. Et si par contre, comparativement justement à la règle du détachement qui dit qu'il faut que ça soit l'unité sur un objectif ciblé, là, c'est si son unité est bien sur notre objectif voué, alors on va pouvoir lancer tous les jets de blessure. Bon, ça permet de rendre enfin efficaces les marteaux tonnerres, puisque quand on relance les jets de blessure sur une arme qui est Devastating Wound, on commence à faire quand même des dommages à 30% de bless, ça devient intéressant. Après, encore une fois, on a un combo qui est difficile à setup, puisque vous allez devoir choisir un objectif, alors il va changer pendant la partie, et puis vous allez devoir y être dessus, enfin, on vous voit arriver avec vos gros sabots, vous avez vos Terminators qui bougent de 5, vous choisissez un objectif, il y a plus un bless, non. On vous voit arriver, quoi. Donc c'est lisible, disons. Voilà, c'est lisible. Yes. Ensuite, on va avoir le devoir jusqu'à la mort. Il vaut 1 PC. C'est un stratagème qui, à partir du moment où vous l'activez à la phase de combat, fait que si jamais une figurine est détruite de ce pack, alors sur un 4+, elle peut combattre avant d'être retirée comme perte. Bon, le Fight on Death, c'est toujours une ressource hyper précieuse sur le plan tactique, parce que surtout quand vous êtes lent, si jamais vous avez une armée de corps à corps en face qui tape très fort et qui a la possibilité de vous oblitérer, c'est décisif, parce que du coup, vous n'avez pas de problème à engager de la ressource, vous savez que vous allez pouvoir taper. Là, il y a quand même un petit problème, c'est que par rapport aux autres détachements Space Marine de corps à corps, on pense aux Sons of Sanguinius, les Blood Angel, on pense à la Gladius, c'est des Fight on Death à 100%, contre 2 PC. Et là, on aurait voulu 2 PC, parce qu'on va le voir tout à l'heure, on peut farmer les PC sans aucune difficulté. Et on a envie que ce soit des spécialistes du corps à corps. Donc on aurait envie qu'ils puissent tenir à 100% et se venger à 100%. C'est un peu curieux. C'est l'orque qui tape à 4%, à 4+, donc à 50% au mourant. On connaît la discipline de l'orque. Mais j'en attendais mieux. Oui, voilà. Moi, j'attendais plus de discipline de la part du cercle intérieur, je te le dis. Yes. Ensuite, on va avoir la colère du lion pour 1 PC. C'est à partir du moment où on a chargé de pouvoir jeter 1 dé par figurine de l'unité et sur un 4+, de pouvoir faire une blessure mortelle. Et si jamais on est sur l'objectif qu'on a ciblé, alors de le faire sur du 3+. En soi, c'est très bon de se dire qu'on a l'équivalent d'un éperonnage sur de l'infanterie. Absolument. Mais on est capé à 3 blessures. Bon, de toute façon, ces stratagèmes qui permettent de faire de la blessure mortelle, c'est toujours très fort et on a envie de les utiliser en quantité. On a dit, en plus de ça, on va farmer les PC, on va le voir avec Azrael. Donc, faire des éperonnages d'infanterie, faire des grenades, tout ça, ça va contribuer aux activations. Le problème, c'est que les mots-clés grenades sont pas pléthores dans le codex d'Archangel. Les Terminators n'ont pas de grenades de base. Ils ont enlevé le mot-clé grenade au Captain Terminator. Donc là, vous allez pouvoir faire un tank shop d'infanterie. Bon, c'est capé à 3, why not, c'est toujours bien. Comme tu l'as dit, on va avoir beaucoup de points de commandement grâce notamment à Azrael, qui est certainement une des pépites justement des entrées qu'on va avoir dans cette armée-là. Donc pourquoi pas. On va terminer par le courage incomparable pour 1 PC. C'est rigolo, c'est un petit peu un hommage à ce qu'avait justement le cercle intérieur à l'époque, qui était que si jamais on est ciblé par une attaque dont la force est supérieure à notre endurance, alors on a quand même moins 1 pour être blessé. Ça veut dire qu'on n'est jamais blessé sur mieux que 3+, voire 4+. Oui, bon, c'est ce que moi j'appelle une mini transhumane, parce que je garde les termes de la V9 et de la V8, mais un vieux con, je commence à être un vieux con, c'est ça, on peut le dire. Non, mais c'est toujours bien, comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, le jet de bless, c'est un jet décisif pour la résilience ou pour l'attrition. Si vous pouvez le modifier, c'est fort. C'est un PC, il est Battle Tactics, c'est utile. Voilà, c'est très bien, ça peut être dupliqué, ça veut dire que ça va contribuer à la résistance de votre armée. C'est l'ADN. Excuse-moi, tu dis que ça va être dupliqué, ça veut dire que si jamais vous avez par exemple un pack avec un capitaine générique, celui-ci peut dire que le stratagème coûte 0 point de commandement et surtout qu'on peut l'utiliser sur un pack même si celui-ci a déjà été utilisé à cette phase. Absolument. Donc si vous avez 2 packs de Terminator, on imagine que vous pouvez en avoir 2, un qui va FEP au T1, un qui va avoir Piline et Conso de 6. Si vous avez envie que les 2 puissent bénéficier de ces résistances au moment où vous les engagez, on le voit d'ailleurs avec ces mécanismes de frappe en profondeur, on a des logiques de burst, c'est-à-dire on n'engage pas de la ressource petit à petit, de toute façon vous êtes une armée d'élite, donc quand vous engagez de la ressource, il faut que ça cogne, et pouvoir s'assurer qu'on va résister le tour d'après, c'est bien. On vous en parlera tout à l'heure, mais on a gardé justement le speeder Death Shroud, qui est un speeder qui coûte
certes 115 points, mais qui permet à n'importe quelle unité, quel que soit le type infanterie, véhicule, tout ça, si on a 6 pouces d'aile, d'avoir discrétion, -1 pour être touché au tir, et le couvert. Oui. Et donc en plus de ça, pour un PC, on peut avoir -1 pour être blessé. Comme tu l'as dit, on va jouer élite, mais on va vraiment avoir stacké tous les buffs, quoi. Oui, là, le combo de résilience maximum, c'est -1 pour être blessé, Armor of Contempt, discrétion et couvert. Donc là, évidemment, vous êtes un peu dissuasif sur l'attrition. Bon, après, c'est pas intuable, hein, parce que quand on s'équipe pour tuer du Necron, on peut tuer ça, il n'y a pas de problème. Mais ça permet quand même de ne pas tomber comme des mouches. On est des Terminators, on est en du 5, on a des mécanismes de résilience, donc c'est fort. On a fait le tour du détachement qui, normalement, est destiné aux joueurs de la Deathwing, donc des Terminators et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un qui découvre Star Armée, qui découvre Warhammer et qui se dit « moi, je vais être Dark Angel », tu lui recommandes ce détachement ou... Est-ce que dans le codex Space Marine, je sais pas, c'est peut-être plus rigolo d'avoir, je sais pas, une Gladius, parce qu'au moins, tu dis que mes Terminators, une fois par game, ils vont advance ses charges. Oui, alors, c'est sûr que ce sera plus nerveux, une Gladius. Et en même temps, là, il y a quand même un game design qui est fait et qui est dédié à vos Terminators. La frappe en profondeur au T1, la frappe en profondeur à 3, le peeling conso de 6, puis les rerolls des blesses, et exactement aussi les mécanismes de résilience. Donc moi je pense que si vous voulez vraiment jouer les Terminators, il faut le jouer là-dedans. Ça va pas être magique, hein, parce que on l'a dit aujourd'hui, vous manquez de vitesse, vous manquez de nervosité, vous manquez de surprise pour votre adversaire. Hein. Au début de votre tour, vous dites là où vous allez, allez. Bon bah il joue dans votre tête le mec. Donc c'est un peu dommage. Mais vous allez pouvoir vous amuser parce que vous allez avoir du punch. Le +1 blesse, ça donne le punch qui manque au corps à corps et au tir. Hein, des bolters qui blessent à +1, ça rigole pas. La reroll des blesses au corps à corps sur l'objectif également. Et puis les mécanismes de résilience, quand vous êtes dans la pampa, -1 hit, Armor of Contempt, -1 bless, ça fera la diff. On passe maintenant sur celui qui me stimule le plus. Est-ce que tu as vu mon casque? Il y a quand même les l'ancien barjots, logo les d'Equipe motards, je France. vois, Non, mais on ouais. est sur des trucs... Les gars, je vais faire toute la review en faisant des trucs comme ça. Je vous le dis tout de suite. Je suis un gros beauf, c'est assumé. Hein. Sur la route, je dis bonjour à tout le monde. Ouais. Bonjour. Allez, et l'appel de phare. En tout cas, on va donc vous présenter le détachement de la compagnie de Tracker. Et je te dis la vérité, moi déjà, ce que j'ai aimé dans ce détachement, c'est que on a l'habitude, en tout cas, quand on aime jouer Space Wolf ou ce qui va être monté, d'aller chercher le Stormlance, qui vous donne justement énormément de mobilité, de l'agressivité et aussi un petit peu de tanking avec un stratagème magique qui vous donne -1 pour être touché, -1 pour être blessé à partir du moment où vous avez le mot-clé monté. Là, vous allez voir, ça vous donne dans la règle maître de la manœuvre, donc vous allez voir qu'il est très complémentaire avec le détachement. J'aime beaucoup, tu vas choisir, tu vois. Il n'est pas en dessous, il n'est pas au-dessus, il est juste différent. Là, le bonus, c'est maître de la manœuvre. Figurine Adeptus Astartes, et ça veut dire, attention, hein, véhicule, c'est pas que moto, c'est vraiment toute votre armée va alors être capable de tirer à un tour où elle a avancé ou battu en retraite. Tout à l'heure, tu as commencé à nous dire que pouvoir advance ou désengager tir, c'est très fort parce que ça permet de faire des actions. Absolument, donc ça va être une armée qui va être très versatile sur le plan tactique. Donc ça va être plaisant à jouer déjà parce que ça va être très nerveux. Ça c'est sûr. Et aussi, petit bonus, certains l'avaient pas vu, c'est le fait que les Outriders, c'est-à-dire les motos qui sont ici génériques Space Marine, vont avoir le mot-clé ligne. Ça veut dire, vous allez voir qu'en plus ça va être assez intéressant, on va pouvoir débloquer un gameplay un petit peu de deny, c'est-à-dire de bloquer les objectifs primaires de son adversaire. Ça fait que les unités de moto ne sont plus limitées à 3. Vous allez pouvoir monter à 6 x 3 Outriders, par exemple. Oui, non mais ça c'est bien, et surtout c'est en phase avec l'ADN de l'armée. Vous êtes une armée de motards. Donc on vous permet de spammer des motards, donc ça paraît cohérent. Exactement. Je te prends quand tu veux dans mon sidecar. Allez, dans le sidecar. Non, ce sera sur le côté. Oui, bah, j'aurai un guidon, je t'emmerde. En tout cas, au niveau des améliorations, bon, clairement, la première, je suis désolé, je commence pas par la plus stimulante, ça va être l'arme de maître. Elle vaut 10 points et elle permet justement au porteur d'avoir précision. C'est top. Ok. Ensuite, et celle-là, les gars, elle commence à vous dicter un petit peu justement la nervosité que ça va vous donner. Ça va être le stratège monté, ça c'est moi. 30 points, c'est cher, mais figurine Ravenwing seulement, l'unité du porteur est éligible pour déclarer une charge à un tour où elle a advance ou battu en retraite. Bah, du coup, là, tu as advance charge, fallback charge, advance tir, fallback tir. Donc, tu es entièrement versatile. Si tu as investi des points dans une grosse unité, ça vaut le coup. Ensuite, on va avoir le maître de la manœuvre qui, lui, vaut 15 points. C'est marrant, c'est un petit peu le même que justement dans le détachement Space Marine des figurines montées. Là, ça va dire que si jamais vous êtes en réserve stratégique, pas frappe en profondeur, elle sera stratégique, vous pouvez quand même arriver justement un tour plus tôt. On rappelle qu'il y a quand même une restriction, c'est-à-dire que dès le tour 1, en tout cas jusqu'au tour 3, vous ne pouvez pas arriver dans la zone de déploiement adverse. Oui.
Bah, ça aussi, c'est intéressant. On le disait, là, vous allez être quand même très encombrant. Hein, une armée de motos, ça a une emprise au sol qui est pénible. Donc, au déploiement, il faut trouver des astuces. Et donc, forcément, la réserve, ça fait partie de ces astuces-là. En plus de ça, les frappes en profondeur et les rapid ingress, quand derrière on a des mouvements aussi rapides que ceux des motos, ça peut être surprenant. Donc vous avez envie de mettre des réserves. Toujours pareil, si vous faites rusher, vous voulez pouvoir répondre rapidement. Ça, du coup, c'est une amélioration qui permet d'éviter cet aléa de la discipline. J'aime bien ce que tu as dit, et là pour le coup, comparativement à justement à l'amélioration qu'on a vue tout à l'heure, qui nous permettait d'arriver tour 1, mais qui ne nous permettait pas d'arriver en arrivée précipitée, là tu peux. C'est-à-dire que joueur 1 ou joueur 2, limite, t'as envie d'être joueur 2, parce que le mec joueur 1, t'arrives, tu te mets à 6, et alors là, t'as toute la mobilité et le loisir, justement, de pouvoir aller là où tu veux. Ça peut être très surprenant, oui. Et ça fait partie aussi des rares armées, vous allez le voir, qui, quand on joue en carte tactique, et qu'on nous demande dès le tour 1 d'aller voler l'objectif adverse pour 8 points, bah là, quand même d'avoir des contre-mesures pour le faire, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, à mon avis, ça va pas faire plaisir à certains Oui, au début et de la puis game. même, en fait, ça veut dire également que tu dois mettre en place tes contre-mesures de frappe en profondeur dès le tour 1. Et ça, mine de rien, même à un niveau compétitif, c'est très chiant, parce que ce qui donne les clés de la réussite d'une partie, c'est à quel rythme tu vas engager tes ressources sur le champ de bataille. Et donc, tu n'as pas envie d'engager des ressources de screen dès le T1, parce que tu sais que elles vont mourir. Hein. Donc, contre ça, tu dois le faire dès le T1, donc c'est chiant. Ensuite, on va avoir Chasseur Éclair. Lui, il vaut 20 points, mais figurine Ravenwing seulement. Les figurines de l'unité du porteur ont l'aptitude éclaireur 9 pouces. C'est-à-dire que au début de la partie, une fois qu'on sait déjà qui commence, on va pouvoir faire un mouvement qui va être soit offensif, soit défensif de 9. Et je commence à vous le dire maintenant, globalement, il faut comprendre que vous allez avoir 3 types de motos, mais globalement 2, c'est-à-dire les Black Knight et les Outriders, qui vont donc être éligibles à avoir des personnages meneurs pour entrer dedans. Et soit vous allez choisir l'aspect un petit peu attrition, que ça soit au tir ou au corps à corps, avec les Chevaliers Noirs, qui eux ne vont pas avoir d'aptitude autre que justement de blesser les monstres et les véhicules sur du 4+, quand ils sont chargés. Mais les Outriders, eux, leur règle, c'est que quand ils décident de faire justement un jet d'advance, il est automatiquement de 6. Donc vous avez des unités qui sont très bonnes pour voler les objectifs, qui bougent alors de 18 pouces flat. Et donc là, potentiellement, un mouvement 9, début de game. Après, il faut voir comment l'armée construite va se comporter. Est-ce qu'elle a besoin de ce mouvement scout, ou est-ce que c'est pas forcément compatible avec le gameplay? C'est toujours bien d'avoir ça dans tout le set, donc d'avoir ça disponible dans les possibilités de build, parce que ces mouvements scouts, même s'ils peuvent être contrés par des infiltrations, ils permettent, surtout quand on a des socles de moto qui ne traversent pas les murs, de se mettre complètement dans la pampa, en mode, si j'ai l'init, mon gars, c'est tout droit, l'autoroute du kiff, et si j'ai pas l'init, je me cache. J'aime trop l'autoroute du kiff. Oui, l'autoroute du kiff, c'est mon prochain tatouage. Allez, c'est vendu, hein. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Pour en revenir et clôturer un petit peu justement sur les optimisations, gros changement aussi au niveau de la refonte du supplément d'Archangel, c'est maintenant les escouades de commandement à moto sont elles-mêmes meneuses. Donc comme vous avez un personnage dedans, celle-ci est équipable d'une optimisation. Et pareil, sans surprise, là, vous jouez un détachement qui est un petit peu moins nerveux, par exemple, qu'un détachement comme celui Space Marine qui permet d'advance et charge. Oui. Mais finalement, vous allez avoir 2 sources. Une, amélioration. Une, qui va être donnée par Samael. Et même une troisième, finalement, parce que quand tu as un mouvement pré-game de 9, tu peux charger T1. Oui. Donc, oui. Voilà. Non, mais même d'une manière générale, ça c'est important de le dire, pour pouvoir avoir une efficacité d'engagement de ressources, et j'y reviens toujours, hein, parce que c'est un jeu d'engagement, il faut pouvoir maximiser la destruction ou la contestation, donc l'utilité stratégique, à toutes les phases. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Advance Charge, ça permet de pouvoir avoir tiré. Advance Tir, on l'a de base, mais Advance Charge, ça permet de dire, en début de partie, je vais pouvoir foncer vers l'adversaire, tirer une cible au tir, en charger une autre au corps à corps, et en plus de ça, comme j'ai des OC efficaces, je vais pouvoir aller aussi contester. Et s'ils sont morts, ils sont morts, ils ont fait leur taf, de quoi à ce stade-là. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est que quand vous n'avez pas l'aptitude Advance Charge, vous allez juste Advance Tir, vous aurez eu une utilité de moins. C'est comme ça qu'il faut voir ces aptitudes. Elles vont vous permettre d'optimiser l'utilité d'une unité que vous aurez dans votre liste. Mais globalement, pour l'instant, moi je suis toujours sorti avec stratège monté, c'est-à-dire le Advance Charge, et avec le chasseur éclair pour le mouvement pré-game. Après, le maître de la manœuvre, je ne l'avais pas vu comme étant joueur 2. Tu vois ce que je veux dire? Et donc potentiellement une arrivée précipitée T1 de l'adversaire, et là après tu traverses la table et pour le coup tu vas loquer ce que tu veux. Absolument. Ensuite on va découvrir ensemble les stratagèmes. L'armure du mépris, on l'a déjà vu.
Je vous rappelle néanmoins, et là pour le coup en plus de ça, c'est l'or puisque c'est un véhicule Ravenwing, comme on l'a dit tout à l'heure, on a le speeder qui permet d'avoir discrétion, donc -1 pour être touché, le couvert, donc là vous allez avoir des motos qui vont avoir -1 pour être touché, le sauvegarde de 3 qui va passer potentiellement à 2 et armure du mépris. Là pour le coup pour un seul PC, tu vois ce que je veux dire, quand t'es à 6, voire avec une bulle de 12 avec justement d'un speeder, c'est un stratagème qui va surprendre. Hein. C'est aussi surtout les sacs à PV. Donc les de 3 ou de 4, ça change la morphologie de l'attrition nécessaire pour tuer l'unité. Donc si vous avez en plus de ça des bonnes résistances, ça peut surprendre. Après ça reste du body de Marines, et donc si ça tire un peu fort en face, ça peut partir vite. Hein. Ensuite, on va découvrir le piste du chasseur. Celui-ci vaut 1 PC. On va l'utiliser sur une unité qui est montée. Et en gros, celle-ci va être ce qu'on appelle sticky objectif, objectif bouton. Elle va pouvoir, à la phase de mouvement, partir d'un objectif et quand même contrôler celui-ci. Oui, bon, bah ça c'est très fort. Hein. Surtout si vous arrivez sur un objectif. Il y a quelques déploiements sur lesquels vous pouvez arriver en rapid ingress sur un objectif. Là, si vous arrivez en rapid ingress T1, bah, c'est formidable. Vous tenez l'objectif, vous le mettez sticky, vous cassez, pétez la gueule à l'adversaire, c'est formidable. Bon, tous les détachements, enfin tous les déploiements ne permettent pas un rapid ingress à travers les réserves, mais quoi qu'il arrive, c'est utile de se dire, bah, j'ai réussi à survivre, j'ai bougé de 18 pour aller me cacher, prendre l'objectif, mon adversaire n'a pas pu engager de ressources pour aller me chercher en low profile comme ça. Bon, bah, je stick l'objectif et je vais faire un secondaire, quoi. Je rappelle aussi, hein, c'est le détachement où vous pouvez avoir vraiment plein de motos Outrider, et pour 85 points, vous avez 6 de contrôle d'objectif qui bougent automatiquement 18 à tous les tours. Finalement, même en late game, il te reste toujours des ressources sur une moto, au C2, tu niques un rhino, tu vois ce que je veux dire, et paf, tu vas pouvoir justement aller contrôler 2 objectifs finalement. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est utile pour l'objectif chez vous. Hein. Vous avez des motos au T1, vous payez le PC, hop, c'est stick, terminé. Yes. Et vous n'avez pas besoin, parce que, je précise, quand vous avez un objectif chez vous, en général, vous avez besoin de 3 ressources pour garder une backlane. Celui qui est sur l'objectif, et les 2 qui sont sur les oreilles, et qui screen. Voilà, ça en fait une de moins, pour un PC. C'est top. Hein. Ensuite, on va avoir frappe de serre, ce qui est en hommage justement au Black Knight, puisque ceux-ci, en fait, ont des serres à plasma. Oui. Donc, en tout cas, ici, ça va s'utiliser à la phase de tir ou à la phase de combat, ça coûte 1 PC, ça n'est utilisable que par une unité montée Ravenwing, les motos donc, et quand on cible une unité infanterie, personnage ou montée personnage, on aura +1 pour blesser. C'est donc en comparaison justement avec l'autre détachement Space Marine qu'on connaît générique, eux ils ont lance, c'est-à-dire que c'est charge, alors j'ai +1 pour blesser, il y a même la relance des charges qui est intégrée dedans, là c'est +1 pour blesser, mais c'est situationnel. Alors, c'est +1 pour blesser, plus contraint sur les cibles, mais décontraint sur les phases, puisque tu peux le faire à la phase de tir. Donc ça, c'est quand même précieux. Ça veut dire aussi, rappelez-vous, les mots-clés sont aussi transmis par les personnages. Donc dès que vous avez un leader dans une unité, il sera quand même très souvent infanterie. Donc dès que vous avez un leader infanterie, vous pouvez blesser toute l'unité à +1 blesse. Donc je pense par exemple au pack de Vrace Canoptech. Necron, vous allez le blesser à 2+, du coup, avec vos Black Knight. Donc c'est pas mal quand même, dès que vous avez un pack qui est dirigé, vous avez quand même 80-90% de chance de pouvoir déclencher pour un PC un +1 blesse au tir. C'est pas dégueu. Ensuite, on va avoir, alors lui, le nom est stylé, mais t'arrêtes pas là-dessus, la mort portée par le vent. Ah oui, dis donc. À votre phase de tir, unité c'est le stratagème de Nurgle, ça. Non, c'est la pollution. Bon. Choisissez une unité ennemie qui a été touchée par une ou plusieurs de ses attaques, donc à la phase de tir, et l'unité doit faire un test d'ébranlement, et s'il y a une ou plusieurs unités Ravenwing à 6 pouces d'elle, elle va avoir un -1 à son test d'ébranlement. Globalement, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on rappelle que pour le contrôle des objectifs dits primaires, il faut que l'unité soit pas ébranlée à son tour, mais au début du sien, c'est-à-dire qu'au début de sa phase de elle doit refaire un test d'ébranlement si elle est à mi-effectif, sinon non. Donc ça, c'est voilà. Par contre, c'est vrai que dans l'optique de pour un PC, je vais charger 2 unités, et si j'ai tiré au préalable dessus, alors elle sera pas capable d'interrompre. Donc c'est bien en termes de séquencement, mais c'est un PC, vous avez aucune certitude derrière. Hein. Il y a pas mal de stratagèmes comme ça dans la méta. Et dans les kits de stratagèmes des détachements qui donnent une aptitude, un +1 hit, et puis si jamais vous faites un mort, vous faites un battle shock. Bon, personne ne les utilise, hein, quels que soient les détachements. J'ai jamais vu une personne dépenser un PC pour faire ça. Parce qu'en fait, ça a été probablement un peu sous-designé, et donc il aurait fallu qu'il y ait... un PC, t'es battle shock. Oui, ou un PC, alors peut-être que ça c'est brutal, mais que ça vienne avec des malus. Pour que vraiment le jet ait plus de chances de réussir pour vous que pour l'adversaire. Parce que là, aujourd'hui,
Tout le monde a ou 5, ou 6 ou 8. Entre 6 et 8 de Battle Shock. 8, c'est rarissime. Faut vraiment être un Nurgling. Et sinon, 6, il faut être un Space Marine. Et quand vous n'êtes pas Space Marine, c'est 7. Vous avez quand même de très fortes chances de réussir, en fait. Ensuite, on va avoir manœuvre à haute vélocité. Il vaut 1 PC. Il est de bataille. Ça veut dire que si on a des mécanismes, alors on va pouvoir les utiliser dessus. On va pouvoir, par exemple, se faire vecter ce stratagème. Là, c'est une unité Ravenwing de votre armée qui a été prise pour cible. Alors, l'unité ennemie va avoir -1 pour être touchée. C'est donc la deuxième occurrence de -1 pour être touchée, avec justement des unités d'Archangel, notamment avec le speeder qu'on a vu tout à l'heure. Oui, donc qui peuvent se stacker si jamais votre adversaire a des plus un hit. Là, vous allez pouvoir le faire passer à -1. Bon, pourquoi pas. Et on finit avec les représailles rapides. Un PC, on va l'utiliser à la phase de combat adverse. Tout simplement, si jamais une unité Ravenwing à vous n'est pas justement à portée d'engagement, elle va pouvoir être remise en réserve stratégique. Ça permet de repositionner des ressources, c'est toujours très fort. Les Votann ont ça pour leur moto. C'est un stratagème qui est quand même très classique dans le game design, attribué aux motos. On se dit, ils font le contour du champ de bataille, j'imagine. Donc c'est forcément utile pour le late game. Ils font des gros burns, ils partent en roue. Très bien, nickel. Plus sérieusement, qu'est-ce que tu penses de ce détachement? C'est sans doute un de ceux, et peut-être même un au niveau du game design proposé pour les Dark Angel, qui apporte, comme tu l'as dit, le plus de fun, peut-être un des meilleurs aussi, en tout cas en termes de versatilité et de skill cap, tu vois ce que je veux dire, par rapport au général. Moi je le trouve chouette. Ça fait de D3, c'est celui qui me donne le plus envie de jouer. Mais plus pour le plaisir de jouer des motos et de jouer ce gameplay qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et puis parce qu'on va vers quelque chose d'agréable et pour soi et pour l'adversaire, et pas vers des toxicités qu'on avait pu avoir chez le Dark Angel jusqu'ici. Donc je trouve cool. Bon, en tout cas, la place de ces 3 détachements dans la méta est pas complètement inintéressante. Ça va pas probablement pas gagner de GT tout de suite, mais on a vu qu'il y en a un premier qui aura ses utilités quand la question des Battle Shock va devenir structurante. On en a un deuxième qui est pertinent sur la question des Terminators. Aujourd'hui, c'est pas excellent, mais demain, peut-être qu'on retrouvera une méta qui craint la 2+ Armor of Contempt. Exactement. Et puis en plus, c'est sûr, mais t'as un stratagème qui te fait pas 3. Quoi qu'il arrive, c'est fort. Qui te fait pas 3. Si c'est pas très joué aujourd'hui, demain, ça fera l'objet d'une baisse de points dans une data slate, et donc il faudra quand même les regarder, il faudra garder en tête que ces détachements-là existent. Et puis on a le détachement de Motard, qui permet plein de gameplay nouveaux, très sexy, et qui, pareil, encore une fois, aujourd'hui, les plasmas n'ont pas le mécanisme d'attrition que tout le monde craint, mais demain, peut-être que ce sera le cas, et quoi qu'il arrive, on sait jouer, on sait créer du jeu, on sait créer des secondaires, on sait créer du primaire contestation, parce qu'on a de l'OC importante, parce qu'on a de la vitesse, donc on n'est pas démuni lorsqu'on fait des parties compétitives. Donc c'est cool, ça va pas gagner de GT tout de suite, j'y crois pas, mais vous n'êtes pas obligé de raser les murs quand vous sortez vos Dark Angel. On va maintenant se focaliser sur les datasheets, c'est-à-dire les fiches d'unité. On commence, puisque les joueurs d'Archangel ont la chance d'avoir un Primarch jouable qui est revenu justement l'année dernière, avec Lionel L. Johnson, comme on a tendance à l'appeler ici. Malheureusement, celui-ci a été un petit peu nerfé avec les réécritures de suppléments, sans pour autant voir son point baisser. Si vous allez voir ce qu'on va découvrir ensemble, celui-ci est resté à 350 points. Par contre, justement, si on regarde un petit peu son profil déjà de tanking, ça reste un monstre qui bouge de 8, donc il passe pas à travers les murs. Il est quand même endurance 9, sauvegarde à 2, invulnérable à 3, 10 points de vie, commandement de 5 et contrôle d'objectif 4. Il va pouvoir faire entre 2 et 4 tirs, justement, qui vont faire un petit peu d'attrition. Et au corps à corps, et c'était là sa force avant, il avait 8 attaques de force 12, PA-4, dégâts 4, ou 16 attaques de force 6, PA-3, dégâts 1 maintenant. Ensuite, il va avoir, comme petit bonus, le Primarch de la Première Légion, qui fait qu'il va pouvoir choisir à votre phase de commandement un debuff parmi le fait d'avoir, pour les unités à 6 pouces de lui, un insensible à douleur à 4, mais contre les blessures mortelles. Malheureusement, Game Workshop, qui avait normalement compris avec les Custodes que ce qui permettait de se prémunir des blessures mortelles devait être aussi appliqué aux blessures dévastatrices, là, c'est pas corrigé. Et ensuite, comme deuxième aura, le Paragon Martial qui fait qu'il va donner +1 pour toucher à côté. Là, pour le coup, pourquoi pas, mais encore une fois, sur qui on va avoir envie de l'avoir. Et dernier effet, et c'est là où le bas blesse, c'est que tous les secrets révélés, en gros, si un adversaire utilise un stratagème sur une unité d'Archangel qui a 12 pouces du lion, alors le Dark Angel va gagner un PC.
ça paraît, excuse-moi, relativement maigre pour 350 points quand on voit ce qu'il y a côté KO. Avant de te laisser parler, je vais juste assaisonner son profil par le fait que s'il est à 3 pouces d'une unité Space Marine, alors il devient agent solitaire, et aussi qu'il a le bouclier de l'Empereur. Ça, c'est quand même super classe de dire que tu joues le bouclier de l'Empereur. Et encore que, quand tu regardes le lore, il l'a juste trouvé par terre. Ça aussi, merde. En tout cas, le bouclier de l'Empereur va dire que quand il fait une sauvegarde en mêlée de 6, non modifié, alors il va renvoyer une blessure mortelle. Mais on parle d'un mec qui avant avait -1 pour être blessé. Bref, c'est censé être un des meilleurs duelistes de l'Imperium, et ça paraît léger, quoi, quand on voit ce qu'a le KO. Merde. Oui, oui. En fait, c'est très curieux pour moi, mais on a 2 primarques loyalistes. 2 blonds. 2 blonds, qui sont jamais jouables en réalité, ou qui ont très peu été jouables dans des cas très particuliers, alors que dans les codex KO, ils sont au cœur des gameplays. On a Angron qui est au cœur du gameplay War Eater, on a Mortarion qui longtemps, alors en ce moment il est moins méta, mais qui il y a longtemps est resté, et puis vous pouvez le jouer d'ailleurs, hein, au cœur du gameplay DG. Donc franchement, c'est quand même très dur à comprendre. Magnus, on fait pas une armée de TS sans jouer Magnus. Bon, donc là il vaut extrêmement cher, il était déjà pas joué, il a été turbo nerfé, c'est difficile à comprendre. En plus de ça, il a été mal réécrit au niveau de ses auras, parce que moi j'ai presque plus envie du... Il n'y a plus d'aura en V10, ce sont des aires d'effet. Ce Oui, qui n'a rien à voir. Oui, du coup il a été très mal réécrit au niveau de ses aires d'effet. Et donc il n'a aucune de ces 3 aires d'effet qui sont sexy. Parce que +1 pour toucher, on a déjà que des Terminators qui touchent à 2, il n'y a que aux Terminators qu'on a envie de donner ça. Récupérer des PC de façon situationnelle et seulement si l'adversaire l'accepte, ça vaut pas 350 points, et puis vous avez déjà Azrael qui vous en donne, et donc vous êtes capé. Et puis avoir des Philnopain à 4 sur des grenades, bon, c'est sans intérêt. Donc je pense que tout le monde est un peu perplexe. Je ne comprends pas. Je suis d'accord avec toi, ouais. Même à 280 points, je me serais interrogé. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit à 300 ou à 280. Et en fait, même pour le plaisir, mais au moins, il serait justifiable. Là, c'est très cher. Ensuite, on va découvrir aussi une nouveauté. Là, pour le coup, c'est assez cool. C'était une bonne surprise de voir qu'on allait avoir une nouvelle unité en Dark Angel avec les compagnons du cercle intérieur. Unité jouable de 3 à 6 figurines. Pour l'instant, c'est un petit peu cher. Tu me diras ce que tu en penses, puisqu'ils sont à 105 points, les 3, donc 210 les 6. On regarde, on est sur des Space Marines complètement génériques, c'est-à-dire que ça bouge de 6. C'est endurance de 4, c'est sauvegarde à 3, c'est par contre 3 points de vie. Bonne surprise, c'est OC2. C'est peut-être là ce qui va un petit peu les sauver. On va voir que si jamais cette unité est rejointe par un personnage, elle va avoir -1 pour être touchée au corps à corps au tir. Et si elle-même cible un personnage, alors elle va avoir +1 au jet de touche. Ce qui est intéressant, c'est que donc qui va pouvoir rejoindre ces unités? Tous les personnages qui peuvent rejoindre normalement les escouades de vétérans Sternguard, ou alors les meneurs pour qui ça va être précisé, qui vont pouvoir justement rentrer dans cette unité. Ils sont équipés de base avec un pistolet lourd et un espadon de Caliban. Le pistolet bolter lourd, c'est le pistolet des Blade Guard, donc à la limite on le connaît déjà. Et par contre au niveau justement de leurs épées, ça va être des espadons de Caliban qu'on va pouvoir jouer de 2 manières, donc c'est assez cool, c'est adaptatif. Soit on fait 4 attaques qui vont être en touche fatale de force 6, PA-1, dégâts 2. Soit on va avoir 4 attaques toujours et qui seront que dégâts 1, mais qui vont faire touche soutenue 2. Beaucoup de choses à dire sur cette unité. Déjà, c'est cher, puisque ça a 3 PV. Il faut pas les mettre en comparaison justement avec les compagnies Hero qui en ont 4 et qui sont beaucoup moins chères. Et aussi, c'est que PA-1. Donc même dans leur rôle un petit peu d'assassinat, c'est limité. Bon, c'est une datasheet qui est arrivée, qu'on n'attendait pas. Les modèles sont beaux, donc on avait beaucoup d'espoir. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, en termes de game design, ils souffrent des mêmes problèmes que les Blade Guard, parce qu'entre 3 et 6 d'effectifs, quand ils sont lead, ils vont être à 7 et ils peuvent plus rentrer dans un impulsor. Donc peut-être que c'est plutôt l'impulsor qui souffre un peu de cet effectif à 6 à l'intérieur. Il aurait fallu que ce soit 7. Mais là, vous pouvez pas les diriger et les mettre dans un véhicule. Ils sont extrêmement chers. On nous dit qu'ils ont des aptitudes d'assassin, mais ils n'ont pas le mot-clé précision. Par ailleurs, les compagnies Hero, qui eux sont les chaussons spécifiques, qui viennent d'arriver en même temps dans le codex Space Marine, sont moins chers, 4 PV et OC2 aussi, et surtout sont -1 pour être blessés, donc sont beaucoup plus tanky. Donc c'est assez difficile à comprendre. Et puis sinon, les Blade Guard valent combien? 90, 85 points 90 points. Ouais. 90 points pour 3 Blade Guard, là où ils valent 105. Le Blade Guard, il a une invue à 4. Il reroll les As soit pour être touché, soit les As à la save. Il est dommage 2. Il est PA-2. Je suis mal à comprendre. J'ai mal à comprendre parce que c'est dommage, on a envie d'avoir des sortes de
de bodyguard dédiés. En plus, c'est très très en lien avec le fluff des Dark Angel. On n'a pas dit tout à l'heure, mais ceux qui ont disparu, c'est ces fameux Terminator bodyguards qui existaient, qui étaient vraiment là pour accompagner les personnages. On se dit, bon, ils nous les remplacent, ils nous donnent un truc. Bon, c'est pas abouti là. Oui, qui défaut d'écriture. Donc en fait, ce qui va certainement se passer, c'est que tout comme le lion, il risque de le diminuer en coup en point jusqu'à quand, enfin jusqu'à où on ne sait pas. Et peut-être que là, bon, on aura peut-être envie, en tout cas, de les tester. Mais là, comme tu l'as dit, mathématiquement, et donc il y a un problème de costing ou d'écriture, ils perdent tous les duels. Ils perdent tous les duels et donc le problème, c'est que tu vas les baisser jusqu'à quel point ? C'est pas que c'est nul. Non. C'est juste qu'ils perdent les duels. Ils perdent les duels, mais si tu les baisses en dessous des Blade Guard, tu vas les mettre à 80 points. Ils vont commencer à être comparables à des Tacticus, donc des Firstborn. Bon là, ça va devenir gênant pour les Firstborn. Ouais. Donc, je sais pas comment ils vont les positionner. Yes, écoute, focalisons sur les datasheets. Là, on arrive sur une pépite. Oui. On y va. Bien évidemment, maître de chapitre, Azrael. Il est à 105 points. Il est beau, il est fort, il est bien costé, ça fait plaisir. Il va déjà dire que quand il rejoint une unité, on va en parler juste après, il donne touche soutenue 1. Il peut rejoindre tout ce qui est Primaris, mais pas en armure Phobos, pas en armure Gravis. Globalement, c'est un petit peu près ça. Il est précisé ici, c'est intéressant, qu'il peut rejoindre justement les compagnons du cercle intérieur. Malheureusement, il ne peut pas rejoindre les squads de compagnie Heroes, parce que là, ça aurait été le chausson, mais parfait pour le faire. Il donne un point de commandement à chacune de vos phases de commandement. Et après, il a le home du lion qui dit qu'il a une sauvegarde invulnérable à 4 et que justement, une fois par partie, il peut avoir un insensible à la douleur à 4+, contre les blessures mortelles. Lui et son unité. Exactement. Après, pour le coup, au corps à corps, il est plutôt normal, c'est-à-dire c'est un maître de chapitre normal, il va faire 6 patates de force 6, PA-4, dégâts 2, avec blessure dévastatrice, et il a justement un petit plasma assez rigolo, qui est que à 12 pouces, enfin à 24 pouces il va faire 2 tirs, à 12 pouces il va en faire 3, de force 8, PA-3, dégâts 2, anti-infanterie 4+, et surtout en blessure mortelle. Ouais, donc il distribue la bonne blessure mortelle à 24 pouces, donc il est assez chouette. Il a un bon body bien tanky, parce qu'il est save à 2, 6 PV, et puis c'est un farmer de PC, donc il est vraiment très très fort, quoi. Alors, j'entends, tu as raison. Maintenant, excuse-moi, mais tu le mets dans quoi comme unité ? Alors moi, j'aurais tendance à le jouer seul. Ah ouais ? Ouais. Mais il peut se jouer avec des Hellblasters, ça s'est déjà vu, et c'est pas mal, parce que du coup, il donne aux Hellblasters une invue à 4, il leur donne un sustain pour améliorer leur attrition, et puis derrière, tu peux même les jouer avec un soigneur, donc un apothicaire qui va venir empêcher l'érosion. Mais comme on a un retrait un petit peu du tir sans ligne de vue, c'est pas un problème d'avoir 10 Hellblasters à pied, ou dans un Land Raider si tu préfères, mais si dans un Land Raider, tu ne farmes pas les PC, donc c'est gênant. Donc à pied, et puis quand vous faites un peu rusher, ou quand vous avez la possibilité, vous faites un jet d'advance parce qu'ils sont assaut, et vous faites votre tir sustained. Du coup, lui-même se retrouve sustained avec son arme, qui est quand même très sexy contre l'infanterie. Donc non, ça se joue aussi en lead. Moi, je le préfère seul pour tenir la backlane sur l'objectif et dire toi tu vas là, et moi je mets des PC. Alors attention maintenant pour les âmes sensibles, les amis, on vient de voir le seul malheureusement héros épique qui est fort, qui est sexy, il est bien en compétitif, il est bien en amical. Voilà. Là maintenant, vous allez voir malheureusement tous les personnages qu'on va voir, vous allez pouvoir les avoir dans votre collection, mais souvent vous les utiliserez comme un proxy pour leur équivalence générique. Ben oui. On va donc découvrir ensemble Asmodai. Asmodai, il est à 70 points, en soi c'est pas cher. C'est censé être le chapelain le plus ouf de l'Imperium, c'est-à-dire que le mec il ressent du chaos à des kilomètres. Et vous allez voir que malheureusement, il va un petit peu manquer de saveur, quoi. C'est une nouvelle figurine qui est ouf, qui est super intéressante. Elle avait été critiquée quand elle avait été dévoilée par Game Workshop. Et en fait, quand on la voit maintenant en autre que photo, c'est-à-dire en 360, justement, la fumée fait sens par rapport à son volume. Là, c'est un châssis qui est complètement standard. Il va avoir un pistolet bolter lourd, on s'en fout. Il va avoir un Crozus Arcanum qui, justement, elle va être force 6, PA-2, dégâts 2 à 5 attaques. Ce qui est intéressant, qu'il a un profil de balayage à 8 attaques qui vont être force 5, PA-2, dégâts 1. Alors que les chapelains génériques, et à qui on peut donner en plus ça des améliorations, vont avoir plus 1 pour blesser, lui permet de relancer les jets de touche au corps à corps. C'est donc le paragon de la haine. J'imagine que c'est un hommage aux anciennes litanies, tu vois ce que je veux dire ? Et sinon, il va quand même être investigateur redouté, qui est que globalement, les unités personnages à 6 pouces ou moins de lui vont un petit peu se chier dessus, ils vont devoir faire des tests d'ébranlement, et potentiellement, si elle le rate, alors on va gagner un PC. Oui, mais il a commandement 5. Oui. Oui, donc quand même. non, mais en fait, on a dit qu'on allait prendre Azrael, donc tous les trucs qui font gagner un PC, et en plus ça de façon situationnelle, franchement, ça n'a aucun intérêt. Donc pareil pour le lion. Et puis, comme tu l'as dit, comment se fait-il que le chapelain nommé Bolzi
se retrouve à nous faire moins envie qu'un chaplain générique. D'ailleurs, il sera certainement moins cher qu'un chaplain générique. Tellement il fait envie à personne, en fait. Donc c'est triste, en fait. Moi, j'aurais voulu qu'il soit plus cher, parce qu'on joue une armée d'élite, qui donne les mêmes pouvoirs que les chaplains classiques. Avec un petit plus. Avec un petit plus. Notamment, moi, je trouve que c'est une bonne piste. Les ébranlements, le mec, il est craint, parce qu'on avait ça en V9. Dans les datasheets, elles ont disparu, les chaplains investigateurs, qui sont les chaplains un peu spécifiques des Dark Angel. Donc, leur donner une règle qui se traduit dans les commandements, ça aurait été cool. Ce qui aurait été encore plus cool, ça aurait été de leur donner une règle qui se traduit dans les déclenchements de commandements dans ta propre armée. Je rappelle qu'on avait un détachement qui est plus fort quand il se chie dessus. Ouais. Ça aurait pu être ça. En plus, c'est trop Dark Angel de dire. Oui, c'est ça, fais exactement. À ce que tu penses. Exactement. Donc, t'es woke ou t'es pas woke? T'as vu l'accent? Si t'es pas woke, voilà. Donc, tu mettais ils auraient eu une règle, ces chaplains investigateurs, qui considéraient systématiquement ton unité comme battle choqué, ça aurait tellement synergisé avec le détachement. Non, je suis d'accord avec toi. On va continuer dans la déception, figurine magnifique. Et là, pour le coup, même si vous l'aimez pas dans ces règles, je vous invite tous les joueurs Dark Angel à la voir. C'est Bélial. C'est la refonte de la taille des Terminators qu'on a découvert avec Léviathan, qui ont été adaptés aussi avec justement les Deathwing et ainsi de suite. Et là, vous avez un capitaine Bélial qui fait quasiment la taille d'un Primarch. Il est magnifique, il est énorme. Enfin, franchement, la figurine, elle est ouf. Mais je pense que Game Workshop, en tout cas, ce qui est rigolo, c'est au moment où ils l'ont écrit, au moment où la data slate est sortie pour avoir les coups en points, se sont rendus compte que c'était pas ouf parce que là, il a 85 points. Donc, il est exactement au même coup en points qu'un capitaine en armure Terminator générique. Et vous allez voir, c'est pareil, on va lui préférer ses copains génériques. Il va avoir certes plus une attaque que la version générique, puisque il va en avoir 6 et pas 5. Par contre, il va avoir moins de force, parce que lui, il est force 6, là où les autres sont force 8, PA-2, dégâts 2. Là, il va avoir comme règle que son unité gagne précision sur un jet de critique. Là où à la limite il va avoir une règle qui est un petit peu pétillante, c'est la riposte punitive, puisque à chaque fois qu'on va taper justement sur cette figurine, il faudra avoir buté les Terminators qui est avant et ainsi de suite, alors il va jeter un dé pour chaque attaque qui va le cibler, et sur chaque 4+, il va renvoyer une blessure mortelle, puisque ça sera de la parade. Savoir qu'il ne peut maximum jeter 6 dés, donc au pire, si jamais tu fais full 4+, tu feras 6 mortels, ce qui est plutôt bien, mais voilà, il va jeter 6 dés maximum. Juste pour comprendre la comparaison avant que tu en parles, même coup en point qu'un capitaine générique, le capitaine générique Terminator, il permet de relancer nativement les charges, et il permet surtout, comme c'est un capitaine, d'avoir des aptitudes pour 0 point de commandement. Ah oui. Et dans ça, il y a l'armure du mépris, il y a la reroll qui ne peut être autre chose, sur une save, sur n'importe quoi. Le moins un bless, compliqué. Au tir. Ah oui, c'est compliqué. Et c'est un peu dommage, parce que, comme tu l'as dit, ils ont réédité ces 3 modèles qui ont franchi le Rubicon du Primaris. Donc on a Azrael, Asmodai et Bélial. C'est des superbes figurines, et en fait, on va pas avoir envie de jouer leur datasheet, parce qu'en fait, elles sont mal écrites. Donc, bon, c'est un peu triste. En plus, quand on regarde leur lore, c'est des turbos, c'est du turbo Chad. Donc, on comprend pas quand on retrouve des mecs comme ça avec des épées force 6. Mais c'est même pas Bélial, moi, c'est Asmodai. Vraiment, Asmodai, c'est la tristesse absolue, quoi. Bon, Asmodai, voilà. Il a un Crosus, non, mais il est commandement 5, je te dis. Hein. Parce que Bélial, il est commandement 6. Asmodai, mon gars, tu le mets dans. Il est pas battle choqué. Donc, il est vraiment en contre-synergie avec sa propre détachement. Très bien. Arrête de me saucer. Je mets mon casque. Hein. Je t'entends plus. Très bien. Et on va terminer les personnages épiques avec Ézéchiel. Ézéchiel, pareil, il est pas cher, il est à 75 points, comme un librarian. Hein. Lui, pour le coup, il rigole un petit peu moins avec justement l'effacement de mémoire. C'est ça qui est plutôt pas mal. C'est que le gars, à 12 pouces, il peut potentiellement, sur un 4+, te faire décimortel sur un personnage. Voilà. Bon. Il faut le dire. Il faut le dire, lui, il interroge très fort. Il interroge très fort. Et il va aussi pouvoir choisir, justement, avec la graine de la peur, à 18 pouces à la phase de tir, choisir une unité ennemie qui va devoir faire un test d'ébranlement. Oui. En fait, c'est des règles qui sont assez originales, mais on voit pas du tout comment on va pouvoir les utiliser, quoi. Hein. Parce que c'est pas assez décimortel pour tuer un personnage la plupart du temps. Il faut quand même noter qu'il a quand même l'aptitude d'équipement. Enfin, si on lui met le livre de la rédemption, il va donner à l'unité qu'il a rejoint plus une attaque. Au corps à corps seulement. Si, plus tard, les vétérans du cercle intérieur baissent, il y a un monde dans lequel, quand chaque mec te balance 5 pains, il y a moyen de détendre un peu quand même. Mais ça reste des mecs endurance 4 qui vont se balader dans la pampa, quoi. Pourquoi pas? Alors après, ils auront un film de peine à 4 contre les attaques psychiques grâce à Ézéchiel. Le problème, c'est que c'était déjà une aptitude qu'il avait dans le codex V9. Il donnait en aura, parce qu'on avait des auras en V9, plus une attaque, surtout...
maintien du Battle Shock si jamais on était... Enfin, du Battle... je sais plus comment ça s'appelait, mais je crois que ça s'appelait... Bref. Donc il donnait en aura à 6 un maintien de l'attaque supplémentaire de chaque assaut, qui était la plus une attaque des Space Marines. Et donc ça permettait d'avoir un gameplay de Dark Angel assez classique, où vous receviez l'adversaire, vous aviez des attaques qui étaient maintenues. Donc là, ça se traduit dans quelque chose d'un peu mal équilibré, parce que, ok, on garde ce plus une attaque, et quand on regarde ce qu'il peut rejoindre, il n'y a rien qui frappe. Donc on n'arrive pas bien à comprendre où est sa place à lui aussi. Donc on préférera toujours, si jamais on doit prendre des librarians qui vont vous donner une 4+1 vue, en plus du Feel No Pain à 4 contre les blessures psychiques. Yes. On va quand même retourner sur un personnage qui est peut-être un peu cher, peut-être qu'il est bien costé, en tout cas il est intéressant dans son écriture et c'est ça qu'on attend en fait. Oui, bien sûr. On n'a aucun problème avec justement ce qui va être trop cher parce qu'on sait que Game Workshop est relativement réactif là-dessus. Quand il y a un défaut d'écriture, c'est là où c'est plus difficilement justement changeable, on va dire. Et puis surtout, quand c'est pas cohérent, c'est-à-dire que moi, tout n'a pas besoin d'être pété, il faut pas que tout soit pété. Mais quand il y a des choses, on n'arrive même pas à comprendre où ça doit aller, on se dit, what the fuck. Ouais. Lui, on voit où il va aller. Yes. Il est peut-être un peu surcosté, on va voir, mais on Yes. voit où il va. Donc le capitaine de la Ravenwing, il est à 130 points, il bouge de 12, il est endurance 5, il a une sauvegarde à 3, une invulnérable à 4, 7 points de vie, ok, commandant de 6, ok, OC2, tout comme les autres motos du jeu, donc ça c'est plutôt pas mal. Il va justement pouvoir tirer un petit peu plus fort avec son canon à plasma à 2 mètres. Il a aussi un Bolter Storm jumelé, donc il va faire un petit peu plus de saturation. Il a l'épée du corbeau qui va lui permettre au corps à corps de faire 6 pains de force 6, moins 3, 2. Pourquoi pas. Il est grand maître de la Ravenwing et c'est là où on va avoir envie de le jouer. Il va être capable de donner advance et charge à une unité qu'il rejoint. Et aussi, à partir du moment où il est engagé au corps à corps avec une unité ennemie, si celle-ci veut s'en aller, alors elle va devoir faire un test de fuite désespéré, c'est-à-dire mourir sur du 1, 2, et si jamais elle est Battle Shock, alors sur du 1, 2, 3. Donc franchement c'est pas mal. C'est bizarre, il a le mot-clé vol, ça veut dire qu'il va aussi donner le mot-clé vol à l'unité qu'il a rejoint et donc les adversaires vont aimer, puisqu'en fait ça ne présente quasiment pas d'avantage, si ce n'est que lui mais pas son unité vont ignorer les unités, les unités ennemies sur certains types de mouvements, ils vont surtout être blessés sur du 2+, avec les Elverine, avec les missile pods je crois, enfin ce genre d'arsenal. Bref, quand même, qu'est-ce que t'en penses de lui ? Lui, il est forcément utile parce qu'il apporte une vertu tactique à un gameplay moto, parce que Advance Charge. Donc on voit où il va. Il peut rentrer dans tout, mais il peut être rejoint par les Outriders et par les Chevaliers Noirs de la Ravenwing. Oui. Ouais. Voilà, donc on voit comment il va être joué, on voit comment on peut le mobiliser. Donc c'est une datasheet dont on a envie de se souvenir. Les 7 PV sont quand même précieux, parce que ça veut dire qu'il faut 4 blessures dommage 2 ou 3 blessures dommage 3. Donc le 7ème PV fait plaisir. Après, effectivement, il est un peu cher, mais je trouve qu'il est cool. En fait, moi je trouve que c'est bien qu'il soit cher. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez enfin un outil, vous avez Samael. C'est évident que si jamais vous jouez le détachement générique Space Marine qui donne Advance et Charge, vous le mettrez pas. Vous mettrez 130 points ailleurs. Mais on a vu, en tout cas, si on va jouer les détachements Ravenwing pur, on a une amélioration qui le donne et on a lui. Ça fait plaisir de se dire qu'on va avoir 2 packs, un héros customisable et lui dans un pack, qui vont avoir 2 packs qui vont Advance et Charge, donc une belle mobilité. Oui, je suis entièrement d'accord. Là où pour le coup on revient justement sur du questionnement, ça va être Lazarus. Lazarus qui est un personnage qui est arrivé dans la dernière édition de Warhammer à un moment de la refonte des Dark Angel, avec un personnage qui vaut 70 points, qui est un capitaine. Qui ne donne pas de stratagème gratuit. Exactement. Qui lui, mais pas son unité, vont avoir un insensible à 3+, contre les dégâts psychiques et blessures mortelles. Et aussi le fait qu'il donne automatiquement la volonté intraitable, c'est-à-dire le fait de pouvoir taper sur un 4+, quand on est détruit dans son unité. Bon, jusqu'à présent, il avait été utile parce qu'il donnait des auras d'insensible aux blessures psychiques. Donc c'était l'anti-psy par excellence, c'était un chasseur de sorciers, donc il était chouette, il avait un rôle. Là, on voit pas bien quel rôle il peut avoir parce que Feel No Pain a 3 pour lui-même et le reste, rien. Je sais pas trop quelle utilité il va avoir. C'est une belle figurine, mais je sais pas comment elle joue. On va maintenant rentrer dans les non-personnages. On va commencer par la Deathwing avec les Terminators de la Deathwing. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'effectifs et d'options d'armes, ils sont complètement ISO, c'est-à-dire ce sont les mêmes que les Terminators Space Marine génériques. Mais il y a 5 points qui les séparent. Eux sont à 190, là où les autres sont à 185. Pour 5 bodies. Eux, ils vont avoir la règle Deathwing, qui est que, en plus de la règle générique des Terminators, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont la cible du serment de l'instant, ils ont +1 pour toucher, eux, ils vont ignorer les malus à la capacité de tir et de combat. Oui.
Absolument. Et ensuite, ils vont avoir toutes les règles qu'on connaît déjà, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une petite balise qu'on va pouvoir placer au début de la partie. Et si jamais on décide de faire une arrivée précipitée à côté de celle-ci, on le fera pour 0 PC. Qu'est-ce que tu penses du positionnement donc de ces Terminators? Est-ce que pour 5 points d'écart, tu les prendras toujours versus les autres? Est-ce que tu penses que c'est bon le Terminator aujourd'hui? Bref, développe. Oui, alors je les prendrai toujours parce que l'ignore malus est intéressant. On a oublié également le Watcher in the Dark qui permet une fois par partie d'avoir un insensible à la douleur à 4. Malheureusement, contre les blessures mortelles, ça n'a pas été corrigé comme le custo. Mais pour 5 points, franchement, ça vaut le coup. À moins qu'on soit en train de forger 5 points à la fin. C'est pas décisif, on va pas se mettre dans la sauce sur un list building parce qu'on n'a pas les 5 points. Mais si on les a, on les prend. Est-ce que le Terminator est bon ? Ça dépend dans quel détachement, ça dépend dans quelle utilité. Aujourd'hui, c'est plus ce que c'était en V9. On a plus de difficulté à le tomber. L'infanterie lourde et pas si résistante que ça en du 5. C'est trop peu. Ça veut dire que tout ce qui s'est équipé pour tuer des véhicules en du 10 va vous blesser sur du 2, hein, concrètement. Donc on n'a pas le bon palier. L'an du 5, il aurait fallu une an du 6. Les vrais sont en du 6, donc ça aurait été bien qu'il le soit aussi, mais bon, c'est comme ça. Donc, moi je suis un peu dubitatif sur le Terminator. Je trouve que c'est trop lent et c'est pas assez résistant. Tu les joues comment, toi, par contre, en termes d'équipement? Est-ce que c'est full ratata? Est-ce que c'est lance-missile? Est-ce que tu mets toutes les armes que tu peux mettre? Est-ce que au corps à corps, tu joues plutôt point tronçonneur pour être anti-véhicule 3+, mais tu touches à 4? Ou est-ce que tu y vas à fond en gantelet énergétique et tu dis que le jour où c'est le serment de l'instant, de toute façon, comme tu vas toucher à 2 et de force 8 moins de 2. Si vous jouez le détachement qui vous permet, dédié au Terminator et au Deathwing, et qui vous permet d'aller buffer vos attritions sur l'objectif choisi, peut-être qu'on ne jouera pas cela et qu'on jouera les Terminators d'assaut, donc marteau et bouclier, pour aller chercher les dev wounds du marteau et on va pouvoir relancer les blesses. Sinon, moi j'ai plutôt tendance à faire confiance au point tronçonneur parce que les forces 8, c'est vraiment un palier un peu trop bâtard. Ça tue pas bien l'infanterie lourde, parce que ça blesse à 3 l'infanterie lourde. Ça tue bien que le Marines de base. Ça va blesser à 5 n'importe quel véhicule. Moi, je préfère toucher un peu moins bien, surtout qu'en plus en Marines, on peut reroll les touches avec un serment de l'instant, et blesser en 4+, auto. Encore une fois, si vos armées, elles blessent à 4+, auto, du coup, votre stratagème, si vous êtes avec la Deathwing, enfin votre détachement de plus en blesse, il ne sert pas à grand-chose. Donc c'est pour ça que je dis, ça dépend dans quel univers vous allez jouer. Le premier détachement qui travaille sur l'OC, anti-véhicule, et l'autre plutôt les marteaux. On va maintenant passer aux chevaliers de la Deathwing. Alors, eux, pareil, ça a été la déception pour pas mal, déjà parce qu'ils ont nerfé leur effectif, vous ne pouvez plus les jouer maintenant que par 5. Plus du tout par 10, que aussi justement soit il manque de PA, soit il manque de dégâts. On choisit, hein. C'est-à-dire que soit avant ils étaient PA-1 mais ils étaient dégâts flat 3, soit tout simplement maintenant ils sont PA-1, dégâts 2, donc force 6, PA-1, dégâts 2 avec leur masse d'absolution. Aujourd'hui la PA-1 elle fait pas peur à grand monde, hein. Non. Que ça soit sur les véhicules, mais on est force 6 donc on n'est pas la bonne cible, et même finalement sur l'infanterie, vous avez beaucoup aujourd'hui d'armées adverses qui peuvent déprécier la pénétration d'armure de 1. Là où on va quand même s'interroger dessus, on est donc sur 5 bodies, c'est-à-dire 5 corps dans l'unité pour 235 points, qui sont sauvegardes à 2, invulnérables à 4, 4 points de vie, moins 1 dégât. Et donc Game Workshop a peut-être pris le parti de se dire on va faire quelque chose de très tanky mais qui fait pas très mal. Mais là le problème c'est que t'es qu'OC 1. Puis c'est que t'es au effectif 5 surtout. C'est ça le problème, c'est-à-dire que... Ils ont la balise de téléportation de base. Hein. Oui. Et pareil, ils ont le guetteur des ténèbres. En fait, avant, tu avais un pack qui était extrêmement cher, mais qui était aussi très central dans ton dispositif, et donc tu n'avais pas de problème à investir dedans avec des personnages et des leaders. Donc tu allais y mettre un capitaine, tu allais y mettre un doyen, pour améliorer, pour leur donner un Philopane à 6, typiquement là, ou améliorer leur OC, parce que tu avais un doyen, donc tu allais être au C2. Donc ça allait répondre à quelque chose d'à peu près sérieux. Là, comme tu n'as plus que 5 d'effectifs, tu vois très bien comment ça va se passer. Tu as 5 bodies avec 4 PV, sur une phase où tu rates un peu tes invus, tu prends 4 tirs de la scan, ça a disparu. Et ça vaut très cher. Donc ça vaut pas du tout la peine du coup d'engager des ressources en leader sur un pack comme ça. Donc je pense que là-dessus, Game Workshop a un peu overreact en se disant il faut pas que ça soit spammable, parce que si c'est spammable, c'est toxique. Parce qu'on avait déjà des tentatives et des gens qui étaient un peu tentés de faire ça, en jouer 10, en jouer 20, en jouer 30. Il faut pas que ça soit le cas. Et le problème, c'est qu'en réduisant l'effectif, effectivement, ils sont sûrs que c'est pas le cas. Au mieux, si t'en fais 3 x 5, t'es à 15. Bon, t'as de l'espace.
Mais le problème, c'est qu'à 5, tu peux plus jouer. Je ne crois pas que tu puisses encore les jouer. On change maintenant d'aile, on passe de la Deathwing à la Ravenwing. On va commencer par les escouades d'état-major de la Ravenwing. Ils sont passés avec justement la refonte de 115 à 130 points, ce qui est complètement justifié, parce qu'avant, c'était une unité qui pouvait être rejointe par un meneur. Maintenant, c'est elle-même une unité de meneur. C'est donc une unité de 3 qu'on ne peut absolument pas buffer, puisque c'est une unité qui va rejoindre. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les 3, vous allez avoir un étendard qui va dire « tu es plus endossé ». Donc, comme toutes les motos sont au C2, on va être au C3 pour n'importe quel modèle de l'unité. Donc, le pack de 3, c'est au C9. Le pack de 6, c'est au C18. Ok. Vous allez avoir derrière un apothicaire qui va permettre à chacune de ces phases de commandement de relever une moto, sauf les Outriders, puisqu'on rappelle que comme ils vont pouvoir rejoindre soit les Black Knight, soit les Outriders, elle peut être rejointe par un Quad Invader. Ah oui. Donc, ça, c'est intéressant. Et aussi, il va y avoir un champion dans l'unité, ça fait que celui-ci est personnage, ça fait que celui-ci peut avoir des améliorations. Alors là, le champ des possibles, il est dingue. Sûr, hein. Et en plus de ça, il va pouvoir faire une intervention héroïque pour 0 PC, et il va avoir plus 1 à l'advance et plus 1 à la charge. Absolument. Donc super intéressant quand même. Hein. Ici, ça va nous permettre aussi de découvrir le châssis, on va dire, d'une moto Space Marine. Donc on bouge de 12, on est endurance 5, on a quand même 4 points de vie, on est une sauvegarde à 3. Comme on est Ravenwing, on a une invulnérable à 5. On l'a pas dit tout à l'heure, mais malheureusement, les véhicules qui obtiennent le mot-clé Ravenwing n'obtiennent pas cette invulnérable. Tu m'as fait remarquer aussi, c'est une invulnérable, mais qui marche aussi au corps à corps. Absolument. Je pense que là, c'est là où ça va peut-être être intéressant. On a un commandement 2-6, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, derrière, au niveau de son arsenal, chaque moto est équipée d'une serre à plasma. C'est-à-dire qu'à 18 pouces, on fait 2 tirs, en tir rapide 1, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement faire 3 tirs à moins de 9, de force 7 ou 8, paie à moins 3, dégâts 2, si on décide de surcharger. Donc le petit pack de 3, il fait quand même potentiellement 9 tirs, qui touchent à 3, de force 8, paie à moins 3, dégâts 2, et au corps à corps, on va avoir une arme de mêlée de chevalier noir, c'est donc l'arme de mêlée générique des Black Knight, qui va faire 3 attaques sur du 3, de force 5, paie à moins 2, dégâts 1, et le chef de l'escouade, lui, il a une épée, il sera dégâts 2, mais ça à la limite, voilà, c'est cadeau, quoi. Ce qui est intéressant, c'est comme je disais tout à l'heure, ils vont pouvoir donc rejoindre soit des Black Knight, soit des Outriders. Donc l'optique de Rip-Hop, soit des motos qui, quand on les rejoint, va permettre de bouger de 12 à 18 flats quand on décide d'advance, soit les Black Knight qu'on découvrira tout à l'heure. Bon, c'est une escouade qui est forcément intéressante. En tout cas, si elle n'existe pas, il n'y a pas de gameplay moto, donc elle est au cœur du gameplay Ravenwing. Le Rip-Hop, il est intéressant pour la durabilité. Encore que, on verra, tu l'as dit tout à l'heure, la question de l'emprise au sol elle se pose. Donc jusqu'où on va en effectif? Est-ce qu'on va à 6? Est-ce qu'on va à 9? Si on va à 6, ça veut dire qu'on peut Rip-Hop que lorsqu'on a moins de 3 pertes, parce que sinon on se retrouve à ne plus diriger, puisqu'on a une escouade de leader de 3. Donc ça, c'est limite, mais ça permet quand même au moins de compenser l'érosion des Black Knight qui vont s'auto-tuer avec la surchauffe. Ça permet, ces repop aussi, de changer la géométrie de la game sans que l'adversaire s'y attende forcément, puisque vous rajoutez une moto, donc ça change également la capacité de projection. Donc c'est forcément chouette. Je ne les trouve pas si chers que ça. Moi j'ai toujours un problème avec le plasma, parce que c'est très aléatoire, on perd de la ressource. Ça a une bonne PA, mais c'est que dommage 2, et c'est aussi surtout force 8. Donc je sais pas trop quelle cible ça va chercher. Donc c'est toujours un peu mon problème avec le plasma. Je vais me permettre une petite digression, c'est que là, on voit qu'en Ravenwing, parce qu'on a envie de jouer des motos, on a donc comme chaussons Black Knight Outrider, on va voir les datasheets juste après. Là, on vient de voir donc les seuls leaders, donc 130 points. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à 75 points, t'as le chaplain à moto. Oui. Le chaplain à moto, il rentre exactement dans les mêmes unités. C'est un personnage qui peut aussi, lui, avoir justement les mêmes améliorations qu'on a commencé à voir tout à l'heure, dépendamment des détachements, et qui va avoir 2 règles. La première, c'est de donner plus 1 pour blesser au corps à corps, et la deuxième, c'est de dire qu'à la phase de tir, on peut prendre une unité ennemie à 12 pouces de son unité à lui, enfin des modèles de son unité à lui, et on obtient blessure dévastatrice. Donc ça marche très bien sur le premier chausson qui sont les Outriders, parce qu'elles, certes, elles vont faire des tirs de force 4, mais qui sont jumelés. Donc on va avoir envie de relancer ces jets, et à chaque 6, c'est une blessure mortelle. Mais finalement, même sur le plasma, c'est une solution un petit peu aléatoire, certes, mais d'anti-char low cost. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Là, on voit bien, si on rajoute le mot-clé Dev Wound, on voit bien comment on va pouvoir faire de l'attrition de façon un peu plus fiable. Le problème, c'est que il faut se rapprocher. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique de trade. Vous allez bouger, tirer, charger, et est-ce que les prix de ces unités sont bien compatibles avec ces mécaniques de trade?
c'est pas toujours évident. Ensuite, on va découvrir ensemble les fameux chevaliers noirs de la Ravenwing, donc pack de motos qu'on va pouvoir jouer de 3 à 6 figurines. Comparativement aux Outriders, c'est les anciennes tailles de socle, ce qui fait que l'empreinte au sol est peut-être un petit peu plus justifiable, en gros effectif, mais ça reste quand même relativement compliqué. Là, on va être à 90 points les 3, 190 points les 6. Je rappelle que l'escouade de commandement est à 130 points, donc on commence à avoir en effet une Death Star qui occupe énormément le terrain, qui va pouvoir justement faire relativement mal, mais qui coûte aussi relativement cher. C'est la capacité de tanking qu'on a vue, exactement la même que l'escouade d'état-major de la Ravenwing, c'est-à-dire que tu conserves l'invulnérable, tu conserves exactement la même attrition. Eux, comme je le disais, comparativement aux Outriders qui vont pouvoir faire des courses auto à 6 en termes d'aptitude, vont avoir comme aptitude le fait que si jamais ils ont fait un mouvement de charge, alors ils vont avoir anti-monstre 4+, et anti-véhicule 4+. Derrière, chaque bonhomme va faire 3 attaques de force 5, PA-2, dégâts 1. Donc faut quand même se lever de bonne heure pour réussir à sortir des véhicules ou les monstres. Oui, alors après, il y a quand même un gameplay dans lequel on peut envisager un spam de ce type de body. Alors par contre, il faudra renoncer à les avoir en unité dirigée ou par des leaders, parce que sinon vous allez donner trop facilement assassinat. Mais on a dit tout à l'heure, les Outriders sont line, et eux peuvent être joués par 3. Donc si vous êtes un peu obsessionnel et que vous avez décidé de peindre le sol de vos motos, vous êtes en mode rassemblement de bikers, bah ouais, exactement, ça peut le faire. Ah, je suis complètement d'accord avec ça. Tout ça on a vu à 5, donc ça tombe pas comme ça. Et même, si tu veux, ce qui est assez intéressant, c'est aussi de se dire que, de toute façon, alors là, j'aime bien le cost, franchement, je trouve que Outrider, 85 points, Black Knight, 90, t'as des choix à faire, mais quoi qu'il arrive, ne serait-ce qu'en termes de deny, c'est-à-dire pour empêcher l'adversaire de marquer ses primaires, t'es comme le tyrannide, je pense qu'il y a peu d'armées qui sont aussi bonnes là-dessus. Parce que pour 85 points, tu envoies que des 6 dossés sur tous les objectifs, il y a un monde dans lequel le mec il met 5 points partout. Oui, tout à fait. Par ailleurs, on rappelle tout ça, c'est quand même des bodies qui sont en vue à 5, qui ont une en vue 5, donc si vous avez décidé de vraiment faire la route 66, rassemblement de bikers autoroute du kiff, vous faites 1500 points de moto, voilà, vous peignez la table avec ça. Bon, il y en a combien ? On peut aller jusqu'à 60 motos, quoi. Voilà, 54 plus 6 motos, 6-8 motos de dirigeants, de leaders. C'est bien, hein. Franchement, c'est à thème, voilà. Ça marche les primaires, les secondes. Franchement, c'est bien. Voilà, c'est un peu... Il n'y a qu'une vitesse, quoi. Il n'y a qu'une vitesse. Tout le monde en roue arrière. C'est voyé dans l'angle. Tut. Exactement. Je te confirme, Polo. T'as pas oublié. Toujours la moustache. On continue, les amis, dans la Ravenwing avec une unité historique. J'aurais aimé une refonte et je me demande si je vais pas plutôt convertir, tu vois ce que je veux dire, les nouveaux Speeder Primaris. Ça va être le Dash Route de la Ravenwing. Autre pépite pour le coup de ce supplément. Ça va être un peu cher, certes. 115 points pour une unité un véhicule qui va bouger de 14, endurance 8. Sauvegarde à 3, invulnérable à 5, 10 points de vie. Au C3, ça peut paraître tout bête, mais en late game, vous allez voir qu'il y a une géométrie qui fait que ça marche plutôt pas mal. Et derrière, ça va tout simplement... Alors, ça fait aucune attrition, c'est-à-dire que c'est soit avec un bolter lourd, soit un canon d'assaut. Donc c'est très cher pour ça. Mais la règle, elle est justifiée, parce que déjà, c'est un petit châssis, puisque c'est un ancien speeder, qui dit que quand on est à 6 pouces d'aile, il y a écrit Aura, mais je te confirme que c'est un air d'effet, c'est une erreur de l'ancienne édition, qui est que n'importe quelle unité SM qui est dans ces 6 pouces, donc c'est 6, mais c'est 12 en réalité de diamètre, elle a automatiquement discrétion, donc moins 1 pour être touché au tir, et le couvert. Donc toutes les motos qui sont en 3+, 5+, passent en réalité en 2+, 5+. Bon, en tout cas, c'est très bien. Alors je crois que c'est pas exactement un ancien speeder, c'est un peu plus large qu'un speeder, mais on voit tout de suite comment ça peut être utilisé, parce que si c'est pas utilisé dans les détachements originels de Dark Angel, ça va être importé dans n'importe quel parking Iron Storm. Et ça, c'est top. Honnêtement, ça veut aussi dire que toutes les personnes qui avaient dit ouais, Dark Angel, machin, bah non, parce qu'il y a des malins qui vont justement aller chercher les Dark Angel uniquement pour ses ressources et un Azrael en se disant un PC par tour, tu vois ce que je veux dire, plus lui, et là, mon parking, c'est plus la même rigolade, quoi. Le parking, systématiquement en moins un touche, ça fait chier tout le monde. Tout le monde. Donc là, c'est vraiment une datasheet à retenir qui va être importée, probablement, comme tu l'as dit, avec Azrael, dans beaucoup de gameplay et dans beaucoup d'autres détachements.
Je te reposerai la question en conclusion. Est-ce que tu penses que grâce au Dark Shroud, déjà pour le principe de match miroir ou de pénalisation, on sait que le Codexto arrive et donc on va avoir, tu vois ce que je veux dire, des armées qui touchent nativement à 4, certes ils ont 50 bonus, mais tu peux les faire passer de 4 à 5, de 5 à 6, avec peut-être aussi ce qu'on verra, ce qui est le risque avec les détachements orc, c'est que l'orc a toujours été très fort, trop fort en tir en early game, enfin en early version, tu vois. Est-ce que tu penses que le Dark Angel peut juste grâce à cette unité Azrael et clairement pas dans une optique de l'idée de ce qu'on fait de Dark Angel, peut être top SM? Oui, parce que si l'Iron Storm reste aussi fort qu'il ne l'est, il va être joué dans beaucoup de rosters. Et donc, passer une Iron Storm de Black Templar, où elle est aujourd'hui, en Dark Angel, ça veut concrètement dire que vous vous offrez un match miroir beaucoup plus confortable. Par ailleurs, il y a des match-ups que vous n'avez pas envie de voir, typiquement le match-up Eldar avec des canons dés, puisque le canon dé étant une arme lourde, va toucher à 3, souvent reroll. Ben là, ça va toucher à 4. Donc, je dis pas que vous avez envie de le voir à partir de ce moment-là, mais enfin, vous avez un peu d'oxygène, quoi. Donc, oui, bien sûr. Je pense que ça, plus les PC qui permettent de vraiment utiliser au plein potentiel tous les stratagèmes de l'Iron Storm, notamment l'explosion auto, que vous n'avez pas tout le temps l'opportunité de faire, parce que sur vos 2 PC par Battle Round, souvent vous voulez garder votre Mercy the Weakness, donc le Crit 5, et vous voulez garder aussi la riposte. Bon ben là, vous allez pouvoir faire plein de choses, quoi. Malheureusement, deuxième façon de monter son kit de la Raven, de Dark Shroud, c'est avec le Lance-Speeder Vengeance. Il est à 140 je suis parti trop tôt. points, les gars. Faut savoir qu'en fait, les Dark Angel, historiquement, pendant, je crois, 2 éditions de Codex, étaient les rois du plasma parce qu'ils avaient le plus 1 dégât. Oui. Là, on a un Lance-Speeder Vengeance qui est un châssis complètement asthmatique, en termes de tanking. La mobilité est toujours bonne parce qu'en fait, vous bougez de 14. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait advancer tirs. Donc finalement, ce qui est très bien, c'est que, en tout cas, pour le Dark Shroud, c'est quelque chose que vous mettez complètement derrière une ruine et en fait, ça vous donne vos auras de 6 pouces avec les culs de vos motos qui partent un petit peu partout sur les objectifs. Il suffit d'avoir 3 motos sur un objectif. Vous êtes au C9, il n'y a rien qui vous le prend. Ça, c'est clair et net. Le Vengeance, il est à 140 points. Et tout ce qu'il fait, c'est avoir une batterie à plasma. Il a certes justement ce principe de riposte, mais c'est cher payé. Et s'il riposte et qu'il est vu... Personne tous ces mécanismes, il y en a quelques-uns qui existent comme ça dans le jeu, personne n'a jamais déployé le moindre gameplay autour de ça. C'est-à-dire qu'en gros, il faut se mettre cul nu dans la pampa, fesse talquée, et on dit, vas-y, tire-moi, et une fois que tu m'auras tiré dessus, je riposte. Qui fait ça? C'est surtout quand t'as un châssis asthmatique comme celui-là. Oui. Moi, tu tires pas à côté, tu tires sur lui, tu le butes, et après tu tires sur le voisin. Ouais. Tu vois, voilà, malheureusement. Attends, faut quand même noter qu'il a la batterie Plasma Storm. Je vais vous donner que le format surcharge. Vous allez faire D6 plus 1 tir de force 9 Blast. et à moins 3, 2. Jumelé. Donc vous allez au moins pouvoir relancer le truc. En fait, 140 points. Enfin, juste aujourd'hui, s'il y a bien une chose qu'on doit à cette 10e édition, et après, moi je suis pas fan, mais on ne paye pas cher le point de vie de l'endurance. Oui. Tu vois, parce que je veux dire, aujourd'hui, tu peux vraiment avoir des rhinos pas chers, des Devilfish pas chers. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais lui, il le paye trop cher. Je sais pas pourquoi. Peut-être son attrition, peut-être son aptitude, je sais pas. Mais il y a un problème de costing. Honnêtement, à 100 points, je les jouais pas. Tu vois ce que t'as vu, c'est toi que j'engueule, hein? Oui, je pense que je l'ai pas écrit. Non, mais surtout, il y a un truc qui est quand même un peu délirant, c'est que c'était dommage 3, et ça pouvait passer jusqu'à dommage 4 avec un stratagème. Là, ils l'ont fait passer dommage 2 en surcharge. Tout ce qu'on a en fait comme pour se consoler, c'est un plus 1 force qui ne permet même pas de passer des paliers intéressants, puisqu'on reste palier 9, donc si vous allez mieux blesser un rhino, la belle affaire. Donc comme vous avez une arme blast, évidemment, on vous encourage à tirer sur les rhinos, c'est bien connu. Donc vraiment, là, on est typiquement sur ce qu'on disait tout à l'heure, la datasheet, on ne comprend pas ce que le designer a voulu faire. On dit, bon, voilà, on a un gros point d'interrogation, une goutte, et on dit on attend. Yes. Écoute, par contre, c'est pas du tout le cas de la prochaine datasheet. Ça, je pense que c'est une des pépites, et c'est certainement en termes de tricks de jeu, de skill cap, bref, ce qui va vraiment marcher. C'est le Dark Talon de la Ravenwing. Il est certes un petit peu cher, parce qu'il est quand même à 210 points. Maintenant, on peut parler un peu d'attrition, il est équipé de Double Hurricane, ça veut dire que potentiellement à 12 pouces, il va faire 24 tirs de force 4 jumelés. Oui, donc évite, pourquoi pas, c'est quand même un bon volume de tir. Il va avoir un canoniste qui va faire D3 plus 1 tir de force 16, mais que dégâts 3. Particulier, mais ok. Mais c'est surtout bombastase, une fois par tour. Oui. Par tour, hein, pas par game. Hein. En gros, une unité qui va être survolée par cette figurine, et on rappelle que dans le mécanisme, comme c'est un aérodyme, déjà il est au C0, certes, mais
à partir du moment où en fait on décide d'aller au-delà de la limite de la table, on peut décider de le faire sortir de la table. Oui. Mais les unités qui ont été survolées sont quand même comptées comme étant survolées. Oui. Et donc là, à partir du moment où une unité ennemie a été survolée, on va jeter un dé, mais quoi qu'il arrive de 1 à 3, celle-ci ne peut pas désengager, et de 4, 5, 6, elle ne peut pas bouger du tout. Alors, ce que je trouve génial, c'est que tu vas pouvoir te dire, ok, je vise le 4+, quand je joue tout sauf de la Ravenwing, mais quand je joue Ravenwing et que je bouge de 18 plus charge potentiellement, de 18 à mouvement pré-game de 9 et ainsi de suite, je peux très bien dire T1 c'est YOLO, et je te lock au moins une unité, et voire même peut-être avec un petit cordon, je te move block une grosse partie de l'armée adverse, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Aujourd'hui, je vois pas exactement comment est-ce qu'on pourrait l'importer dans un gameplay de corps à corps existant, mais ça va arriver, parce que imagine tu joues en Gladius avec n'importe quel chapitre, donc ça serait le Dark Angel, et tu joues du corps à corps, et tu te dis, bah quand même ça serait vachement cool de retrouver les aptitudes qui ont disparu, ou en tout cas qui ont été édulcorées de no fallback. Tu dois rester au corps à corps, qu'on avait éventuellement en V8 et en V9. Là, tu dis, au tour 2 probablement, ou au tour 3, je charge cette petite unité, je mets toute mon armée au chaud, et je l'ai survolée avec lui, et il ne pourra pas fallback. Il n'y a pas de jet de dé pour le désengagement. Donc imagine, tu joues face à une gainline, au hasard, un GI qui nous emmerde avec ses tirs sans ligne de vue. Bah, toute ton armée charge les boules green qui sont devant, ou les casseurs skin, ou tu charges les boules green, tu les tues, et tu engages les casseurs skin, ou l'inverse, parce que c'est plus simple de faire l'inverse, et tu as survolé l'autre, donc pas de fallback, bah, tout le tir et toutes les artilleries de l'adversaire, ils te regardent en mode, bon bah on va attendre. Et le reste, potentiellement, t'as -1 pour être touché, t'as le couvert, donc tes motos, elles sont en 2, et avec l'infanterie, l'artillerie, en général, tu passes à 4. Alors toi, tu parles là des motos, moi je parlais vraiment d'un truc, tu vois, un porteur en Gladius, tu pourrais avoir des agresseurs qui viennent de sortir dans Land Raider et qui vont péter la gueule à un truc qui t'en touche un autre. Le Land Raider aussi se met au chaud parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils prennent des coups gratuitement. Bon, ces mécanismes de no fallback, ils permettent de déclencher du jeu. C'est des playmakers. Donc, à regarder, comment est-ce qu'on peut utiliser ça ? Ça pourrait être utilisé. En tout cas, c'est sûr que des gens vont faire des essais avec ça. Yes. Et puis, on n'oublie pas quand même, alors pareil, c'est un châssis asthmatique, c'est-à-dire qu'il a endurance 8, 11 PEV. Mais, comme il est Ravenwing, il a l'invulnérable à 5 et elle marche au corps à corps. Oui, absolument. On va le mettre en opposition, pourquoi pas, avec la version justement du kit qui permet d'assembler le chasseur Nephilim, qui lui est un petit peu moins cher, il est à 195 points. Lui, il va avoir -1 pour être blessé quand on le charge avec justement quelque chose qui a le mot-clé vol. Et il tire quand même beaucoup plus fort, notamment parce qu'en fait, il a les missiles Black Sword qui font 2 missiles qui touchent à 8, qui sont force 8, PA -2, mais anti-1 vol, 2+, dégâts D6. Oui, donc c'est aussi un truc intéressant. Dans la méta, il y a pas mal d'unités qui volent. Il y a les Cthans, il y a les Vrays, puisque les Vrays sont rejoints par un personnage qui vole. Donc l'Anti-Fly 2 se regarde de plus en plus. Les Nephilim, qu'on avait le Nephilim ici, mais tout ce qui a des équipements de ce type-là. Donc ça se regarde. Après, c'est cher, c'est fragile. Donc moi, j'aurais tendance à plutôt regarder l'autre. Et si on recherche des aérodines, à regarder le Storm Raven. C'est pas nécessairement lié à cette vidéo, mais comme on attaque un supplément Space Marine, je trouve que la question est tout le temps bonne. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'aérodynes, alors qu'on s'était bien moqué d'eux en début d'édition. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça revient ? Alors, l'aérodyne revient parce que on a une méta qui a tendance à vraiment s'installer et plus scripter la géométrie des parties. Et donc, l'aérodyne, lui, il a la possibilité d'aller chercher des lignes de vue que d'autres n'ont pas. Donc, comme on nous a supprimé petit à petit, et je comprends pourquoi, les tirs sans ligne de vue qui, jusqu'à présent, étaient le premier sujet qu'on avait exploré pour essayer de défreeze, débloquer des situations, ben là, l'aérodyne, lui, il a un mouvement infini, il prend des lignes de vue, il fait du tir fort, donc ça s'observe en écron avec leurs unités, là, les donuts, les croissants volants, parce que aussi ça tire très fort, ça Overwatch assez bien, c'est une alternative sympa au monolithe en hypercrypt. Ça se regarde en Iron Storm parce qu'il y a énormément de volume de tir sur le Storm Raven, donc vous bénéficiez très fortement du Mercy the Weakness. En fait, comme il n'était pas joué, ils l'ont baissé en points, et ça reste un véhicule qui en plus de ça a -1 dégâts. -1 dégâts, en du 10, save à 3, donc il sera toujours à couvert, quasiment, vous lui mettez Armor of Contempt, bon, ça devient chiant, personne n'a envie de s'en occuper, en plus si vous le ratez, il va être soigné de D3 PV, bon, donc c'est très chiant. Puis en plus de ça, il va pouvoir aussi annuler tous les malus si jamais il est blessé, et il va riposter si vous ne l'avez pas one-shot. Donc, dans le détachement spécifique, oui. Pas drôle. Donc on les voit un petit peu, après ça reste... en tout cas, Game Workshop les a bien équilibrés, ils sont pas partout, ils sont pas dans tous les détachements, ils sont pas... donc on n'en revoit pas beaucoup comme on avait en V8, où c'était très très chiant. Donc il n'y a pas de problème. On a fait le tour donc des détachements, des datasheets. Pour résumer un petit peu déjà,
qu'est-ce que tu mettrais dans une Green Wing, c'est-à-dire des unités Space Marine génériques, pour accompagné du Dark Angel. Quel que soit le détachement finalement. Aujourd'hui, on a les gladiateurs qui sont très bons, que ce soit la version Reaper à 140 points ou la version Lancer à 160 points. Tu peux aussi mettre un Lancer ou 2 Lancers et mettre le Speeder qui te fait plus 1 pour blesser, justement quand tu vises les monstres ou les véhicules, parce que on le sent quand même que de façon intrinsèque, le Dark Angel va manquer un petit peu d'anti-char, en tout cas de force pour pouvoir les gérer. Mais justement, toi, comment est-ce que tu le vois, tout ça? Alors, dans la Green Wing, c'est-à-dire le premier détachement qu'on a vu, le détachement un peu vanille, moi je mettrais beaucoup d'embarqués. Tu l'as dit, dès qu'on débarque après destruction, on est battle choqué, donc on fait proc le dispositif de notre détachement. On a besoin de beaucoup d'unités un peu moins chères pour aller gérer de la contestation, donc on est sur de l'occupation de table. Et donc je mettrais beaucoup d'endurance et des petits Kinder Surprise, moi j'appelle ça plutôt même des poupées gigognes, et j'organiserai ça. Dans le détachement Terminator, c'est dans le nom, il faut mettre des Terminators les gars. Donc voilà, et puis dans le détachement Ravenwing, pareil, c'est quand même assez straightforward. Peut-être conseiller par exemple de mettre des infiltrators avec des Terminators, ne serait-ce que pour libérer le terrain et pas qu'on te move block tes FEP. Alors, c'est vrai, il y aura des synergies à aller chercher avec des datasheets du codex Space Marine classique. Il va falloir aussi un appui-feu sérieux, donc surtout à base de Gladiator, ou des Lancers, ou des Reapers, ou les deux, parce qu'il va falloir tirer. Les scouts, c'est toujours le bread and butter du Space Marine, donc il faut des scouts pour pouvoir empêcher l'adversaire de rusher, et surtout monitorer l'engagement de ressources early game. Parce que vous ne voulez pas engager des Terminators à early game, vous voulez envoyer des scouts à 65 points, et pour déclencher du jeu et des trades à votre avantage. Donc toujours des scouts évidemment, peut-être un Wallowing de temps en temps, même s'ils ont été largement nerfés en termes de points, c'est toujours utile d'avoir un véhicule qui tire en ligne de vue et qui pourra peut-être garder votre backline. De toute façon, les gens, comme ils ont identifié qu'il y avait un retrait du tir sur ligne de vue, ils ont quand même tendance à se mettre à poil en disant « Oui, c'est la fête ». Oui, du coup, si c'est la fête, le Wallowing, même s'il est plus cher, il est beaucoup plus efficace. Donc voilà. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Après, on est sur des gameplays assez classiques Space Marine. Quand je disais du gameplay embarqué, par exemple, il y a ce qu'on voit dernièrement revenir, c'est l'impulsor et l'incursor. L'incursor, on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Moi, j'en ai joué à la Pira, j'en ai joué au dernier week-end en Hollande. L'incursor et impulsor, ça permet de faire des mouvements scouts de véhicules. Et dans l'incursor, il y a des mines, comme les mines de Karskin, donc des mines qui font D3 mortels ou 2 D3 sur les véhicules. Et donc, c'est quand même vachement cool. Et ça met +1 pour toucher à toute l'armée. C'est l'aptitude de l'incursor. Donc, on les voit revenir. Ça permet d'avoir des aptitudes différentes, des gameplays différents, et d'avoir une sorte de deuxième vague après les scouts qui occupent le terrain, et qui infiltrent les mouvements scouts et soit agressent, soit se retirent en fonction de l'initiative. Il y a derrière des impulsors qui sont pas très chers, qui sont à vue à 5, qu'on n'a pas envie de tuer, qui sont remplis d'incursors qui, eux, vont mettre des mines si jamais vous vous approchez, et qui scoutent. Donc ça permet d'avoir 2 vagues d'engagement un peu cheap avant d'arriver avec les veaux qui viennent vitrifier le sujet. Mais écoute, je suis quand même, alors à la fois certes comme tout le monde j'imagine un petit peu déçu parce que certaines unités propres au Dark Angel manquent un peu de saveur. Maintenant, je pense que tu m'as aussi convaincu que dans l'optique du parking, ça peut potentiellement rester le top codex SM, en tout cas dans un système de compte, grâce à une ferme APC qui est efficace, grâce potentiellement à un couvert et à une discrétion sur toute ton armée. Donc pour le coup c'est cool. Moi là où je salue en tout cas le travail de Game Workshop, c'est qu'ils ont, et c'est peut-être la première fois, donné l'envie de jouer la Ravenwing. Oui. Et ça a toujours été des stat checks complètement cons au niveau du cercle intérieur et donc au niveau des Terminators. Et là enfin on a la mobilité, et la mobilité c'est le plaisir du jeu, c'est la saveur et c'est la géométrie. Et c'est aussi du skill cap par rapport justement à des mouvements adverses qu'on va pas avoir. À voir si ça fonctionne, c'est-à-dire à voir si à un niveau compétitif, la surlétalité potentielle du jeu et ton empreinte au sol va pas toi-même te pénaliser. Le fait est quand même qu'il y a des pistes et que justement c'est pas binaire. Oui, je suis entièrement d'accord. Alors après, encore une fois, il y a les hyper compétiteurs qui vont essayer de tout optimiser et qui vont retenir de ce codex le Dark Shroud et puis Azrael. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont très jouables dès aujourd'hui. Tu l'as dit, la Ravenwing, on peut prendre du plaisir et c'est un nouveau gameplay, donc on s'amuse différemment. Et puis, ce que je retiens moi aussi en tant que compétiteur, c'est une sorte de veille, je vous invite à la voir, sur le détachement vanille d'origine, la Green Wing, comme tu l'as appelé, parce que
à un moment donné de la méta. Moi, je suis persuadé que les mécanismes de Battleshock vont revenir. C'est ce qu'ils ont mis en avant sur cette 10e édition. Absolument. C'est justement le moral. Absolument. Et donc, quand on aura plus de codex sortis, je pense au codex Drukhari qui va forcément avoir des mécanismes autour du moral. Les Chaos Knight et tous les codex du chaos, quand ils seront sortis, il y aura certainement une présence beaucoup plus forte de mécanismes extrêmement pénibles basés sur le commandement. Et ben à ce moment-là, on sera ravis de se retourner vers le Dark Angel Vanilla. Yes, et ben écoute, en tout cas, un grand merci à toi, mon petit père Castor, d'être venu justement nous présenter ce petit supplément Dark Angel pour les Space Marines. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un coup de gaz. Un coup de gaz. Dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis voulaient supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.